à tous, bienvenue dans cette interview. Donc, on réalise ces interviews dans le cadre de la Guilde des écrivains. Très rapidement, la Guilde des écrivains, c'est une communauté d'auteurs que nous animons, moi et mon compagnon Stéphane. Nous sommes éditeurs depuis une douzaine d'années, éditeurs et coachs éditoriaux. Et c'est une communauté qui est là pour vous aider à écrire votre propre livre, que ce soit en fiction ou en non-fiction. Donc, on y partage des cours, des ressources, des conseils, des chroniques littéraires, des défis d'écriture et de créativité, et aussi des interviews. Alors en général, ce sont des interviews d'auteurs. L'idée, c'est de vous inspirer, de vous motiver, de vous donner confiance en vous, de vous montrer que un auteur, c'est pas forcément ce qu'on croit, c'est pas forcément quelqu'un qui est inspiré par la muse divine, qui écrit 18 heures par jour, qui n'a pas de métier à côté, parce qu'il gagne parfaitement sa vie. Et l'idée, c'est de vous montrer la variété des processus de créativité et d'écriture. Et puis, de temps en temps, on aime bien aussi recevoir d'autres personnes, des intervenantes de la chaîne éditoriale pour vous permettre de découvrir ce monde mystérieux de l'édition que nous, on connaît très, 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 très bien depuis 12 ans, mais qui reste une énigme pour les gens qui n'en font pas partie. Et donc, aujourd'hui, on reçoit David Meulemans, donc fondateur et directeur éditorial des éditions Aux Forges de Vulcain, qui ont été créées en 2010, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup, David, d'avoir accepté cette interview. On est très, très heureux de vous recevoir. Merci Marjolaine, merci à toute la guilde. Alors, David, donc vous êtes le fondateur et directeur éditorial de la maison d'édition Aux Forges de Vulcain, je l'ai dit, mais vous n'avez pas, je crois, le parcours typique d'un éditeur. Quel est le chemin qui vous a mené là où vous en êtes aujourd'hui? Alors j'ai pas nécessairement le parcours typique, mais en fait dans les postes de directrice ou directeur de maison d'édition, notamment parmi ceux qui sont des créateurs de maison d'édition, donc pas ceux qui récupèrent un poste qui a été, créé et structuré bien avant eux, on trouve beaucoup de profils atypiques. Voilà. Donc c'est juste pour nuancer, toute forme, de prétention d'atypicité. Voilà. Non, initialement, moi, j'ai fait des études de philosophie à Paris. J'ai enseigné la philosophie dans différents établissements d'enseignement supérieur. Donc, j'ai enseigné à Boston College, j'ai enseigné très brièvement à Columbia, à New York. J'ai enseigné à l'Université de Provence, à l'Université de Paris 4, à l'Université de Nanterre, à l'Université de Rennes, à l'université de Cergy, et je crois que j'ai oublié personne, à Neoma, l'école de commerce, et à toutes sortes d'autres endroits, et en lycée dans le 77 pendant 3 mois. Mhm. Et en fait, j'ai fait une thèse de philosophie qui portait sur les processus créatifs. Ça, c'est la version courte du titre. La version longue est longue, voilà. Et en fait, au bout d'une dizaine d'années d'enseignement, il y a deux phénomènes qui se sont passés. C'est que d'une part, j'avais toujours des postes d'un an sur un an, et donc je me rendais compte qu'il me faudrait beaucoup d'années pour devenir titulaire d'un poste d'enseignant dans le supérieur, Mhm. qui n'était pas inaccessible, mais j'étais pas très motivé pour continuer pendant des années à changer chaque année de fac. Et l'autre chose, c'est que sur mon temps libre depuis l'enfance, je faisais des projets créatifs où j'étais rarement en fait en premier plan. Donc je ne suis pas, à proprement parler, quelqu'un de créatif. Je ne suis pas un créateur. Mais j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais enfant, collégien, lycéen, étudiant. Et j'ai souvent eu des postes que rétrospectivement, en fait, je me suis rendu compte qu'ils me préparaient à une vie éditoriale, qui étaient des postes souvent de support ou d'accompagnement de personnes qui, eux, sont des vrais créateurs, des vraies créatrices. Mhm. Et pendant mes années d'enseignant-chercheur, apprenti enseignant-chercheur, j'ai fait divers projets éditoriaux pour différentes maisons d'édition qui étaient souvent liés à ma fonction de professeur et de chercheur. Donc, c'était plutôt dans l'édition de sciences humaines, sous la forme de traduction, compilation de textes. C'était dans le scolaire, parascolaire. Mhm. Et je me suis dit que c'était bien l'édition et que ça me correspondait plus
en termes de type de travail, de rythme de travail. Les rétributions qui vont avec l'édition, c'est-à-dire on est parfois on peut alterner le travail de court terme, le travail de long terme. Je me suis rendu compte que l'édition me plaisait plus, donc j'ai basculé petit à petit dans l'édition. Et en fait, je me suis rendu compte, alors une autre expérience, c'est que au moment de cette transition, j'ai rejoint un ministère où j'ai travaillé à un poste important en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour travailler dans une structure, que j'avais une mentalité de petit entrepreneur qui vient sans doute d'un atavisme familial. Et donc, je me suis dit que j'avais aucune envie de rentrer dans une maison d'édition, mais j'ai envie de créer ma propre maison d'édition. Parce que j'avais déjà une petite trentaine d'années, je me trouvais un peu vieux. Et donc, j'ai créé les Forges de Vulcain avec des amis. Quand je dis que je l'ai créé avec des amis, c'est qu'on a échangé beaucoup d'idées. Ils ont mis un peu de sous au début. Mais c'est vrai que je suis le seul à avoir basculé sur les forges à plein temps, à la fois pour des questions de passion et pour des questions financières. C'est qu'en fait, on pouvait clairement pas être plusieurs sur une structure de la taille des forges. Et voilà. Et donc, techniquement, de 2007 à 2010, on a tenté les forges sous forme associative pour tester un peu notre capacité à faire du livre. En 2010, on a créé une structure juridique d'entreprise, donc une SAS. 2010-2012, j'ai gardé un poste rémunérateur. Et le 1er janvier 2012, donc il y aura bientôt 10 ans, je suis passé à plein temps sur les Forges, qui est une maison qui reste une maison de taille modeste, au sens où c'est une maison qui fait 10 titres par an, mais qui va rester à dessein une maison à 10 ans, à 10 titres par an, c'est-à-dire que le but, c'est de la faire grandir économiquement et financièrement, mais de rester sur 10 titres. Voilà. Parce qu'il y a un mouvement qui s'est enclenché récemment dans l'édition française. Alors je dis vraiment française, pas francophone, mais française, d'essayer de réduire un peu la surproduction. On pourrait en parler parce que c'est une question importante de l'économie actuelle de l'édition. Mais les forges font un peu partie de ce mouvement de publier moins pour publier mieux. Et donc, on est sur 10 titres. Donc, chaque fois que les forges sont une maison en forte croissance, mais tous les bénéfices de la croissance ne vont pas à l'extension du catalogue, mais à plutôt essayer de faire monter les niveaux de vente moyens des titres. Pour l'instant, ça fonctionne. Il y a toujours des revers, mais la tendance générale est plutôt bonne. Et voilà. Alors, moi j'ai une question qui me rend très, très curieuse. Comment se sont passées la sélection, le travail éditorial et surtout la publication du tout premier ouvrage des Forges? Et comment est-ce que vous les avez vécus? Alors, c'était au moment où les Forges étaient une structure associative où je pensais avoir des compétences éditoriales, mais j'étais très, très naïf. J'espère que dans les 10 années qui viennent, j'apprendrai autant que j'ai appris sur les 10 dernières années. En fait, il y a eu 2 livres initialement qui ont été construits en parallèle. Et en fait, c'est cette double origine qui explique un peu certaines particularités des forges. C'est que tout d'abord, j'étais jeune enseignant-chercheur et on nous recommandait dans le cadre de notre formation de faire un projet collectif entre jeunes enseignants-chercheurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est que à 16 jeunes enseignants, on a écrit un livre collectif sur la mémoire. Donc, chacun est arrivé avec son article sur la mémoire selon sa propre discipline. Donc, il y a eu un article de psycho, un article de neuropsychologie, enfin, des articles d'histoire, des articles de philo, des articles d'histoire littéraire. Donc ça, c'était un bouquin de sciences humaines. C'est très intéressant d'un point de vue technique parce que je n'avais pas d'éditorial vraiment à faire dans le contenu des articles parce que j'étais face à des gens qui étaient strictement comme moi, des jeunes chercheurs, donc c'était très difficile en étant à égalité avec eux de leur faire des remarques. Par contre, ça m'a permis de me concentrer sur des aspects plus techniques du livre, l'orthotypo, la maquette. Voilà, j'ai vraiment appris ces missions-là. Normalement, une éditrice ou un éditeur ne fait plus ce type de mission, c'est-à-dire il les délègue à des intervenants techniques. Ce qui est intéressant quand on l'a fait soi-même, c'est qu'on sait déléguer, c'est-à-dire on comprend ce qu'on veut un peu mieux. Mais c'est vrai que c'est plus moi qui fais l'orthotypo ou la maquette des forges, et voilà.
Les premiers livres des Forges, d'ailleurs, c'est moi qui ai fait les maquettes de couverture parce qu'on n'avait pas de budget. Donc, c'est un peu des collectors par leur laideur. Et mon rêve, c'est toujours un jour ou l'autre de pouvoir les faire disparaître de librairie parce que j'ai toujours la surprise. Je suis toujours persuadé qu'ils ont disparu. Et en fait, au détour d'une balade en librairie, je découvre que tel libraire les a depuis 10 ans au fond de sa librairie. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé de racheter des livres des Forges hein, quand même. Mais Ah voilà. oui. Et en parallèle, on a fait un premier roman qui était le premier roman de Charles Marie. Charles Marie, c'est un de mes plus vieux amis. C'est lui qui m'a fait découvrir beaucoup, beaucoup de livres. Il m'a fait découvrir des films, il m'a fait découvrir plein de choses. Je crois qu'il doit avoir 2 ans, il a 2 ans de moins que moi. Et en fait, sur sa pause déjeuner, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et sur sa pause déjeuner, pendant un an, il a écrit à raison de un quart d'heure ou 20 minutes par jour un roman qui s'appelle Contretemps, que je trouvais remarquable parce que comme on se connaissait déjà depuis plus d'une quinzaine d'années, on avait des profondes affinités esthétiques. Et donc c'est un roman qui était complètement à part parce que lui et moi, on a voyagé pas mal aux États-Unis, on lisait beaucoup d'auteurs américains du début du XXe siècle, du début du XXIe siècle, pardon. Et on se rendait compte que leur piste esthétique n'était pas très développée en France. Aux États-Unis, en fait, le découpage entre les genres littéraires pour des raisons historiques, sociologiques est un peu différent de la France. Mhm. Par exemple, en France, il y a les littératures de genre et la littérature générale. Aux États-Unis, on a parfois tendance à distinguer la littérature spéculative de la littérature réaliste et faire une découpe un peu plus transverse. Et donc, le roman de Charles Marie, Contretemps, son manuscrit à l'époque, incarnait une forme d'idéal esthétique que je trouvais inexistant dans l'édition française. Rétrospectivement, je me rends compte que c'était un peu d'une arrogance complètement dingue parce qu'il s'avère que ça existait, qu'en fait, plein de gens travaillaient sur cet angle très précis qu'on appelle la transfiction. Donc, Mhm. ça, c'est un terme technique dans l'édition, alors qu'un peu passé de mode, parce que c'était à la mode il y a 10 ans et on est passé sur autre chose. Mais la transfiction, c'est la littérature qui est à mi-chemin des littératures de genre et des littératures de l'imaginaire. Mhm. Et il s'avère que ça existait, mais ça prenait pas en France. Voilà. Et là où on a eu de la chance, c'est que enfin, ça n'a pas pris en 2010 quand on a lancé la maison d'édition et le roman de Charles, mais des années après, ça a commencé à prendre. Euh, à certains égards, Alexandra Kochelik que vous avez reçu, il y a quelques éléments transfictifs dedans, Mhm. mais il y a des auteurs des Forges qui sont peut-être plus représentatifs de ces éléments-là. Je pense que pour moi, une romancière de transfiction, c'est Claire Duvivier, dont on a publié le premier roman l'an dernier qui s'appelle Un long voyage, Mhm. qui est un roman qui a marché à la fois en littérature générale et en littérature de l'imaginaire. C'est euh, comment dire, c'est pas juste une question de classement commercial, c'est juste que la manière dont est structurée la librairie et la communication autour des livres, ça a des effets esthétiques. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas les mêmes choses parce même si on est écrivain tout seul dans son coin, en fait, notre imaginaire de l'écriture est structuré par le monde qui est autour de nous et comment fonctionne le monde de la bibliothèque, de la lecture et de la librairie. Mhm. Et donc, le roman de Charles Marie, c'était l'occasion de faire un premier roman du début à la fin. Rétrospectivement, je m'étais beaucoup concentré sur des aspects d'exécution du texte, c'est-à-dire la maquette, la correction, ce type de choses. Et avec le temps, ce que j'ai appris, c'est que j'ai aussi un rôle, l'éditeur a aussi un rôle vraiment de travail intellectuel sur le texte avec l'auteur ou l'autrice. Rétrospectivement, il faut voir aussi que Charles Marie, c'est quelqu'un qui écrit très bien, avec une vision très, très aboutie de ce qu'il veut écrire. Donc, je pense que j'aurais pas travaillé différemment le texte avec lui. Mais je sais que maintenant, quand je travaille avec les auteurs des Forges, cette part intellectuelle a pris de la place, une place que ça n'avait pas sur les premiers livres. Mhm. Après, les Forges, c'est vraiment là où c'est atypique. En fait, c'est pas mon profil qui est atypique, c'est le mode de développement des Forges qui s'est fait de manière extrêmement organique et extrêmement progressif, Mhm. c'est-à-dire en partant de compétences quasi nulles au début. C'est-à-dire que je pensais que j'avais des compétences et en fait, je n'en avais pas. Et en fait, petit à petit, à chaque livre,
le retour d'expérience faisait améliorer le livre. Et encore aujourd'hui, on progresse là-dessus. Donc, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. C'est-à-dire les premiers livres des Forges étaient autodiffusés, autodistribués. Euh, j'ai compris au bout d'un moment, avec, je crois, le 7e ou 8e livre des Forges, que sans diffusion, distribution, on aurait du mal à aller au-delà d'un certain cap. Donc, j'ai cherché un diffuseur. Et donc, 2013 à 2016, on a eu un premier diffuseur. 2016, on a changé de diffuseur. 2018, on a rechangé. Là, on est dans une structure, on est beaucoup plus stable maintenant en termes de modèle. Et voilà. Donc, en fait, on était très stable avant la pandémie. Et la pandémie nous a un peu déstabilisés. Alors, faut pas s'inquiéter. Le seul truc que ça a beaucoup déstabilisé chez nous, la pandémie, c'est les décalages de publication. Mm. Donc en fait, j'y pensais ce matin, c'est que avant, je répondais très très vite aux manuscrits pour dire oui ou non. Maintenant, j'établis des records de lenteur. Je suis en train de devenir le type d'éditeur que je voulais pas être. J'espère en fait que c'est vraiment un accident provoqué par la pandémie, que je vais réussir d'ici l'été à revenir à un rythme plus respectueux des auteurs. Mais là, je suis vraiment, voilà, on est une structure qui est relativement stable, qui sait à peu près où elle va, mais c'est vrai que la pandémie nous a un peu déstabilisés sur ça. Bah, l'ensemble du monde de l'édition, en fait, tous les éditeurs avec lesquels nous travaillons, se sont mis, soit à refuser, des manuscrits, soit à ne pas pouvoir répondre, à nous laisser, près de 6 ou 8 mois sans réponse, alors que d'habitude nous sommes porteurs de projets. Donc, il y a Mmh. pas de souci, on les connaît très, très bien et je pense que ça a été, enfin voilà, ça a créé un gros embouteillage à tous les niveaux et pour tout le monde dans l'édition, quoi. Oui, oui, bah, nous, c'est très simple, hein, c'est-à-dire que l'idée de dire on fait moins de titres, euh, ça a toutes sortes de défauts, hein, c'est-à-dire que c'est pas si facile que ça de faire moins de titres, mais dès que vous faites moins de titres et que, en fait, en raison de pandémie, vous en décalez deux. Bah, par exemple, en première année, vous en décalez deux, vous passez de 10 à 8. En année 2, vous passez de 10 à 8. Et ça veut dire que bah, c'est 4 titres que vous devez recaser l'année d'après. Mmh. Donc, vous commencez à faire votre programme 3 ans à l'avance avec des décalages en plus. C'est-à-dire des titres, pour recaser certains titres, pour des questions de durée de droit, il faut en virer d'autres. Alors, virer, moi je n'ai pas annulé de publication, je les ai juste repoussés dans le temps. Et voilà. Alors, j'essaie de voir comment on peut en tirer quelque chose de positif, c'est-à-dire de travailler beaucoup, beaucoup plus en amont les titres, Mmh. avec une grande difficulté, c'est que l'édition, alors là, on rentre vraiment dans la tambouille de l'édition, c'est que l'édition, c'est un secteur qui n'est pas très intensif capitalistiquement, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire d'avoir des investissements massifs pour faire de l'édition, mais il présente une difficulté en termes de trésorerie, c'est-à-dire entre le moment où on investit dans un livre et le moment où il y a retour sur investissement, il peut se passer beaucoup, beaucoup de temps. Mmh. Et par exemple, moi, là, je commence des dépenses sur des titres de 2024. Ah oui. Et c'est un peu dur quand vous sortez l'argent maintenant et vous récoltez l'argent en 2024, quoi. C'est une caractéristique. En fait, ce qu'il y a, c'est que, bon, là, je rentre vraiment trop dans le détail pour des apprentis d'auteurs, mais je pense en fait que tout le livre, c'est une chaîne. Et en fait, la chaîne fonctionne bien quand il y a deux caractéristiques. C'est que, un, tout le monde garde à l'esprit que ce qui est fondamental, c'est la lecture. Donc voilà, il faut que tout le monde lise dans la chaîne. Et le deuxième élément de la chaîne, c'est qu'il faut que tout le monde se documente sur les autres maillons de la chaîne, sur Mmh. comment fonctionnent les autres maillons, pour avoir une petite idée. On ne demande pas aux auteurs d'être des éditeurs, on ne demande pas aux auteurs d'être des libraires, mais juste de comprendre comment fonctionnent les autres maillons. Et de la même façon, les éditeurs doivent comprendre les contraintes économiques des auteurs, parce que même si les auteurs, c'est pas, enfin, la plupart ne peuvent pas ou ne voudront pas ou ne pourront pas vivre de leur plume, il faut aussi respecter leur temps de travail, leur rémunération, ce Mmh. type de choses, quoi. Oui, c'est un équilibre qui est pas simple avec justement toute cette chaîne éditoriale. Nous, Mm. on était, pendant plusieurs années, on a commencé comme ça, on était correcteurs éditoriaux, donc plutôt vers la fin de la chaîne, en tout cas de la chaîne éditoriale à proprement parler
Et c'est très important en tant que correcteur de comprendre le métier de l'éditeur, en tant qu'éditeur, vous le disiez, de comprendre le métier du correcteur, la correction, l'orthotypographie, et cetera. Et puis en tant que correcteur, de comprendre aussi le métier du maquettiste pour pouvoir lui faciliter la tâche, lui préparer éventuellement le manuscrit en amont, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment une chaîne dont tous les maillons sont interdépendants, que ce soit en termes de délai, de budget, de travail, d'amélioration du texte. Et oui, je pense que c'est important que tout le monde comprenne comment fonctionne cette chaîne, quoi. Ouais, par exemple, sur la correction, un micro-détail, c'est que, en théorie, tel texte, s'il fait telle longueur, c'est tant d'heures de travail. En théorie, oui. Sauf qu'en fait, ces heures de travail, vous ne pouvez pas les enquiller toutes les unes après les autres. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de corriger un texte 10 heures par jour et faire ça 3 jours d'affilée. Et donc, ce qu'on essaye de faire dans l'édition, c'est s'organiser de manière à pas appeler un vendredi soir un correcteur en lui disant il me faut corriger ce texte pour Pour lundi matin. l'avant-veille. C'est ça, parce que c'est pas possible. Parce que moi, je vois, on a plusieurs correcteurs, mais ils sont très bons, je suis très content d'eux, mais je sais très bien que au-delà d'un certain volume d'heures d'affilée, leur attention peut baisser. Et voilà, donc juste comprendre même le maillon correcteur, comprendre tous les maillons, c'est important. Et donc, ça passe par gérer les contraintes des autres. Voilà. Mmh. Et alors, votre quotidien, d'éditeur aux Forges de Vulcain, ça ressemble à quoi? C'est une question qu'on a souvent, notamment parce que c'est la période de l'année où les étudiants en édition et en librairie sont en mode panique parce qu'ils doivent finir leur mémoire. Et dans leur mémoire, il y a souvent un questionnaire qui est préparé par leur prof. Et la question, c'est souvent la question sur notre quotidien. Donc en fait, je crois que c'est la 8e fois depuis un mois auquel je réponds à cette question. Si vous voulez, Donc, vous avez un joker, on passe à la non, suite. non, pas du tout. Et j'ai du mal à leur répondre parce qu'en fait, moi, en fait, d'une certaine façon, j'ai deux vies qui sont imbriquées. Ou une double fonction, pardon. Une fonction d'éditeur et une fonction de chef d'entreprise. Mmh. Et en fait, en tant que chef d'entreprise, euh, vu la taille de mon entreprise, une de mes qualités, c'est ma capacité à être réactif. C'est-à-dire que quand une opportunité passe à ma portée, c'est d'être capable de me libérer du temps pour aller suivre cette opportunité. Le problème, c'est que ça fait exploser mon planning. Je crois, et c'est pas un manque d'organisation, puisque en fait, globalement, les choses sont faites, c'est pas l'anarchie complète, c'est plus une sorte de très grande fluidité. Donc, à la question à quoi ressemble ma journée, c'est un peu difficile. Je peux dire que globalement, au cours de ma semaine, j'aurais fait un peu d'editing, donc de travailler sur des textes. J'aurais fait un peu de négociation de contrats. Alors, les contrats des auteurs français ne sont pas négociés. Ça a l'air très violent comme ça, mais en fait, au Forge, pour différentes raisons, tout le monde a le même contrat. Tous les auteurs ont le même contrat, quel que soit leur succès. Euh, c'est un contrat qui est plutôt bon par rapport aux normes de l'édition, mais c'est pas un contrat qui est exceptionnel non plus. Pourquoi tout le monde a le même contrat? Bah, parce que pour moi, en termes de gestion, c'est plus facile quand vient la période de faire les redditions de comptes une fois par an, que tout le monde soit géré à la même enseigne, plutôt que de créer des variables qui sont la recette idéale pour avoir plein de problèmes à gérer après. Qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine aussi? Parfois, je fais de l'intégration de correction, c'est-à-dire quand l'auteur a relu ses épreuves et me dit ah, je voudrais changer ça. Parfois, c'est moi qui le fais, parfois, c'est mon correcteur externe. J'ai échangé avec comment dire, notre graphiste sur les couvertures des titres à venir. J'ai refait mon programme complet de l'année 2021, 2022 parce que tel titre, finalement, je commence à sentir qu'il ne sera pas prêt dans les temps. Je prépare des demandes de financement pour avoir des subventions sur certains titres, ce qui est à la fois frustrant et structurant. C'est structurant parce qu'en faisant ces dossiers de financement, bah, on s'aide à structurer les projets. C'est frustrant parce que il y a beaucoup de projets qui n'auront pas de financement pour Mmh. des bonnes et des mauvaises raisons. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais des tournées d'éditeurs en librairie. Donc, c'est très différent d'une tournée d'auteur. Une tournée d'éditeur, c'est que je prends un train, je traverse la France, je vais faire 4-5 librairies dans une capitale de province. Et je vais voir les libraires, je leur parle des nouveautés. J'essaye de discerner un peu leur goût pour me dire ah, un tel, il aimerait peut-être tel roman, ça pourrait être un soutien. Et voilà,
une telle, c'est pas la peine que je lui envoie tel ou tel type de roman parce que c'est clairement pas le type de roman qu'elle aime. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'envoie des services de presse. Ça, c'est c'est les gens qui me demandent des livres gracieusement dans le cadre de leur métier. C'est-à-dire les journalistes, les libraires, bah, je les mets sous presse. Et voilà. Mais tout ça, j'ai jamais complètement réussi à sanctuariser des moments dans la semaine. Mhm. J'ai une amie éditrice, elle, par exemple, elle fait sa compta de la semaine les vendredis de 15 à 17, enfin, et parfois plus. Moi, je fais ça quand j'ai le temps. Donc, parfois, je vais faire 2 jours de compta d'un seul coup et parfois, voilà. Donc, c'est très variable. Vous aurez remarqué quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est la lecture des manuscrits puisque habituellement, je suis sur un rythme de prendre 1 à 2 journées complètes par mois de débroussaillage des manuscrits. Et depuis quelques mois, c'est un des impacts du Covid, j'y suis moins. Pour 2 raisons, c'est que d'une part, comme j'ai décalé des titres et qu'en plus, les forges, c'est ce qu'on appelle une maison d'auteur. C'est-à-dire que quand un auteur rentre dans le catalogue, c'est pour qu'il revienne sur ses titres d'après. Donc, d'une certaine façon, quand je choisis un auteur, ça veut dire que d'emblée, sur les années qui suivent, j'ai bloqué des dates d'une certaine façon. C'est-à-dire, je sais que bah, vous avez vu Alexandra Kochelik, il y a de fortes chances pour qu'elle revienne en 2023 avec un nouveau titre. Donc, je sais que ça diminue d'emblée le nombre de titres que je vais pouvoir publier en 2023. Et donc, à partir du moment où j'ai pas de place dans mon programme, c'est vrai que je suis moins motivé pour me placer, pour me plonger dans la boîte à manuscrits, parce que si je trouve un manuscrit génial, bah, je ne sais même pas si je pourrais le publier, quoi. Alors Mhm. ça, c'est vraiment temporaire, parce que c'est vraiment un impact de la pandémie. Et le deuxième impact de la pandémie, qui explique la lenteur des manuscrits ces jours-ci, c'est que comme j'ai dû faire plus d'efforts en termes de financement, plus d'efforts en termes commerciaux, bah, ce temps a été pris sur le temps des manuscrits. Voilà. Alors, il faut voir que c'est quand même assez propre aux forges parce que c'est une maison de petite taille, c'est une maison à 10 titres annuels. Je pense qu'il y a d'autres maisons qui ont moins ce type de difficultés. Mhm. Et voilà. Et comment est-ce que vous avez trouvé la couleur éditoriale spécifique des forges? Alors moi j'aime bien parler de couleur éditoriale plutôt que de ligne éditoriale, mais comment est-ce que c'est venu? Enfin, vous avez répondu un petit peu tout à l'heure, en tout cas j'ai senti Mm. que bon, ça a démarré quand même assez tôt, cette spécificité que vous avez, mais comment ça s'est mis, comment ça s'est peut-être précisé en fait au fil des années? Alors, c'est vrai que les forges ont aujourd'hui à peu près le même axe que l'axe initial. Euh, c'est vrai que le terme de ligne est un peu trompeur parce que ça donne l'impression, on parle de la ligne d'un parti. Donc la ligne d'un parti, c'est quelque chose qui est extrêmement contraignant, qui est très explicite, alors que souvent la ligne d'une maison d'édition, il y a une dimension implicite, parce qu'en fait, ce qui va lier les titres les uns avec les autres, c'est plus un air de famille, c'est-à-dire que quelque chose qu'on reconnaît, mais quelque chose qu'on a du mal à définir à l'avance. Mhm. Disons qu'au début, les forges, c'est là où les forges ont été lancées par quelqu'un qui ne travaillait pas à plein temps dans l'édition. C'est que c'est une maison qui, au lieu de naître sur une niche et un axe unique, est partie dans plein de directions différentes. C'est-à-dire, en tant que lecteur, je me disais, j'aime les romans français, les romans étrangers, les essais, les bouquins d'art, les bandes dessinées. Voilà, donc je vais partir dans toutes ces directions-là. Ça a donné une maison sur les 5 premières années qui partait dans beaucoup de directions différentes. C'était très compliqué à gérer parce que souvent, c'est pas les mêmes partenaires techniques, Mhm. c'est pas les mêmes imprimeurs, c'est pas les mêmes maquettistes, c'est pas les mêmes libraires, pas les mêmes journalistes. Donc c'était écrasant comme travail. Mais rétrospectivement, ça a quelque chose de positif parce que ça a permis, selon, d'apprendre plein de choses et ça a permis de petit à petit, par tentative et échec, de réduire un peu la ligne éditoriale. Et donc, on est parti d'une effervescence à quelque chose qui est un peu plus restreint. Par exemple, aujourd'hui, les forges, c'est sur les 10 titres annuels, il y a un essai généralement, qui est un essai qui est en support des romans, c'est-à-dire sur une thématique proche de plusieurs romans. Mhm. Donc, par exemple, l'an dernier,
C'était une biographie de Henry Darger, un peintre américain qui est à la fois un peintre d'imaginaire, l'auteur des plus longs romans jamais publiés, puisqu'il a écrit des romans de dizaines de milliers de pages qui n'ont jamais été publiés. Donc ça résonnait un peu avec le côté littéraire, un peu fou de certains auteurs des Forges, et le côté un peu imaginaire aussi, et le côté Amérique alternative, qui est aussi un des axes de développement des Forges. Donc, on a un essai par an et sinon, c'est 9 romans. Et maintenant, j'y vois un peu plus clair. C'est-à-dire, sur ces romans, généralement, il y a 4 ou 5 Français, 4 ou 5 étrangers. Euh, et c'est petit à petit, on s'est recentré sur. J'emploie plus trop le terme transfiction. C'est-à-dire, je parle plutôt de soit de la littérature générale qu'à de l'imagination. Mhm. Donc, c'est la littérature générale qui n'est pas de la littérature strictement réaliste, soit de la littérature de l'imaginaire qui a des ambitions littéraires. Alors, ça, c'est une expression qu'on emploie entre nous, mais qu'on n'emploie pas en extérieur, parce que ça peut sembler condescendant par rapport à la littérature de l'imaginaire. Ça semble suggérer qu'il y a beaucoup d'auteurs, enfin de textes d'imaginaire qui ne sont pas ambitieux littérairement, mais ce qui est vrai et ce qui n'est pas un mal en soi, c'est-à-dire Mhm. qu'une partie de la littérature de l'imaginaire, tout comme une partie de la littérature générale, se perçoit comme de la littérature de divertissement pur et donc et ne recherche pas particulièrement d'effet de littérarité en fait. Euh, donc oui, ça s'est recentré petit à petit, mais par examen de ce qu'on avait réussi Mhm. et en discernant petit à petit là où on avait quelque chose à apporter en fait. Mhm. Parce que c'est pas très intéressant de faire ce que d'autres font comme nous ou mieux que nous même. Voilà. Mhm. Et alors, du coup, aujourd'hui, quand vous avez le temps de lire les manuscrits et, et de faire le petit débroussaillage dans les manuscrits, on va en reparler après hein, du nombre de manuscrits que vous recevez, mais qu'est-ce que vous recherchez parmi les textes que vous recevez et qu'est-ce qui vous donne envie de publier un manuscrit? Qu'est-ce qui vous fait dire, bah, celui-là, celui-là, je vais lui trouver une place, évidemment, bah, si vous en avez la possibilité, mais celui-là, j'ai vraiment envie de le défendre et de le publier et de lui trouver des lecteurs. Euh, alors, en fait, c'est une bonne question. Il faut voir en fait que alors, l'an dernier, pendant le confinement, j'ai fait des vidéos où j'expliquais un peu comment fonctionnaient les forges. Et en fait, comme je suis d'un naturel très pragmatique, je change souvent ma manière de travailler. Ce qui fait qu'il y a une partie de ces vidéos qui sont un peu périmées en fait, sur ma manière de procéder. Il faut dire qu'avant de parler du texte, il y a comment le texte nous arrive. C'est-à-dire qu'il y a aussi des textes qui nous arrivent avec des lettres grossières ou agressives. En fait, maintenant, nous, on reçoit les manuscrits uniquement en numérique. Donc, en fait, c'est plus facile de faire des tableaux, de les analyser en termes de masse, parce que là, on parle vraiment de milliers et de milliers de manuscrits. Et donc, on n'est pas loin de 10% des manuscrits qui arrivent avec une lettre qui nous dit que ça va être compliqué de travailler avec la personne qui nous a envoyé ce manuscrit. Donc là, on a d'abord éliminé ça. Moi, j'ai aussi par principe d'éliminer les textes qui ont déjà eu une première exploitation, Mhm. que ce soit une exploitation chez un autre éditeur ou en auto-édition. Ce qui est frustrant, je suppose, pour les auteurs, mais il y a plusieurs raisons. C'est que d'une part, il faut garder à l'esprit que l'éditrice ou l'éditeur contribue intellectuellement au texte, même s'il n'en est pas l'auteur. Et donc, être traité juste comme un imprimeur de luxe, c'est pas très intéressant pour moi. Donc je le fais pas. L'autre chose aussi, c'est que souvent, quand un texte a une première exploitation, en fait, il a déjà eu une première implantation commerciale, et c'est très difficile de relancer un livre qui a une première exploitation commerciale. Et ça, c'est dur hein, pour les auteurs, parce qu'il y a des auteurs parfois qui ont leur livre chez un premier éditeur n'a pas marché, ils veulent récupérer leurs droits, le replacer à côté, et voilà, mais si ça n'a pas bien marché, c'est pénalisant. Donc parfois, il faut laisser passer des années et des années avant de pouvoir relancer un titre. Bon, une fois qu'on a éliminé ces éléments-là, il y a le texte, on peut aller vers le texte. Dès que j'ai l'impression que, en termes de lignes ou de couleurs, c'est trop loin de ce qu'on cherche, j'élimine le texte.
parfois sans le lire. J'ai fait mon deuil du fait que je faisais sans doute des erreurs dans ce processus, mais parfois quand les gens me disent voilà, c'est une romance et j'adore les romances érotiques, je me dis bah c'est pas pour moi parce que je publie pas ça. Alors après, le problème c'est qu'il arrive que les auteurs s'auto-labellisent mal. Et si ça se trouve, j'ai laissé passer des titres qui m'étaient présentés comme des romances érotiques et qui, en fait, certes, étaient des romances érotiques, mais n'étaient pas du tout du harlequin sexe, mais étaient des très grands romans. Bon, voilà. Mais le problème, c'est que dès que vous devez gérer des milliers de propositions, il faut trouver des critères, même injustes. On ne peut pas les lire tous les manuscrits et même on ne peut pas commencer à lire tous les manuscrits. Voilà. Je précise encore une fois que tout ce que je dis est valable pour les forges à un instant T. Donc, c'est pas sûr que ce soit valable pour les forges ad vitam aeternam. Et deux, ça n'est pas valable pour toutes les maisons d'édition. Ce n'est pas valable pour les maisons qui ont un vrai service des manuscrits. Et voilà. Et après, avec le temps, je me dis que finalement, parfois, il y a des résumés, mais les résumés, c'est pas toujours très utile. Donc parfois je les lis, parfois je les lis pas. L'épreuve, c'est vraiment de lire le texte. Et finalement, c'est des choses. Les premières choses qui vont être importantes, ça va être d'une part de savoir écrire tout simplement, mais c'est-à-dire que garder à l'esprit que chaque mot doit emmener au mot d'après, chaque phrase à la phrase d'après, et des choses aussi simples que ça. Et après, quand je vais assez loin dans le texte, rentre en ligne de compte d'autres critères qui sont plus complexes. C'est-à-dire donc il faut vraiment. Le premier truc, c'est vraiment être capable d'écrire des pages qui se lisent, tout simplement. Le deuxième critère, c'est savoir faire fiction. Alors ça, c'est très abstrait. C'est le cas même de choses que, à l'œil, je repère très rapidement dans les manuscrits, mais que j'ai du mal à exprimer de manière explicite et théorique. C'est-à-dire, il y a des textes qui ne font pas fiction. Alors, moi, je cherche des romans, donc je cherche des textes qui font fiction. Et il y a des gens qui sont capables d'avoir une jolie plume, des gens qui sont capables d'écrire des centaines de pages, mais qui ne savent pas faire fiction. Savoir. Alors, je vais vous donner des exemples pour essayer de. Quand il y a un dialogue et que les personnages disent ce qu'ils pensent ce qu'ils disent, ça ne fait pas fiction. Il y a une phrase de Billy Wilder qui dit un bon dialogue, c'est pas 4, c'est 2 plus 2. C'est-à-dire c'est un processus de représentation où il y a un écart entre l'implicite et l'explicite. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième critère, c'est faire fiction. Et après, les critères plus complexes, une fois qu'on a entamé la lecture et qu'on a avancé dans le texte, ça va être la maîtrise des règles de la dramaturgie, qui peut être plus ou moins avancée comme maîtrise, mais une maîtrise minimale. Alors, c'est plutôt la maîtrise des règles de la dramaturgie de son propre texte. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout normopathe, je ne considère pas qu'il faut qu'il y ait un héros, un incident déclencheur, et voilà. Il y a plein de façons de raconter une histoire. Après, il y a les thèmes qui sont abordés. C'est des thèmes qui m'intéressent, qui sont bien maîtrisés. Voilà. Le troisième point, c'est s'il y a une vraie langue. C'est-à-dire, c'est pas juste savoir faire fiction, savoir écrire, mais un sens de la langue, une interrogation sur la langue. Mhm. Et voilà. Alors, ça fait beaucoup de critères. Et puis après, on rentre dans des critères. Là, on peut arriver à des textes où je me dis, ça, c'est vraiment bien, ça mérite d'être publié. Mais c'est pas nécessairement un texte pour moi. Ce qui arrive assez souvent quand même. Hein, Donc là, ça va être peut-être les cas de figure où je vais me poser la question de la compatibilité avec le reste du catalogue. Qui est une compatibilité. Alors là, on rentre vraiment dans du micro-cas parce que comme je fais que 10 titres par an, on est passé de plusieurs milliers de manuscrits à un seul manuscrit à la fin. Il y a cette idée que parfois, un thème que j'ai déjà abordé, je veux bien continuer à l'aborder.
Parfois, au contraire, j'ai pas du tout envie de revenir à un thème parce que je considère que qu'on l'a déjà traversé plusieurs fois aux forges. Ce qui est toujours très délicat pour les auteurs parce que souvent les auteurs qui nous démarchent, ils suivent notre actualité en librairie, qui est une actualité au point zéro, alors que moi et les gens avec qui je travaille, on se projette pour dans 2 ans. Donc, paradoxalement, par exemple, actuellement, on a publié un roman de fantasy qui marche très très bien, qui s'appelle Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian. C'est le début d'une hexalogie. Et donc, en fait, comme ça marche très très bien, on reçoit des tonnes de manuscrits de fantasy. Mais en fait, moi, j'ai aucune envie de faire d'autres textes de fantasy. Mhm. C'est-à-dire que c'est un très bon texte, ça va m'occuper pendant 3 ans. J'ai pas nécessairement envie de devenir une maison d'édition de fantasy. Donc ça, c'est un peu trompeur. À l'inverse, en 2023-2024, au Forge, il y a une grosse vague SF qui arrive, avec au moins 3 auteurs francophones. Mhm. Et là, même ça, je suis en train de regarder l'année d'après, je me dis, peut-être que la SF, en fait, je veux bien regarder des manuscrits ces jours-ci de SF, mais en fait, assez vite, je vais saturer mon programme. Donc ça, c'est très trompeur. Mais ça veut dire que euh, je pense que c'est bien quand des écrivains cherchent une maison qui se renseignent sur la maison, sur des questions de qu'est-ce qu'ils publient, qu'est-ce qu'ils disent de leurs livres, est-ce qu'ils ont un diffuseur ou pas de diffuseur. Il y a des maisons très bien qui n'ont pas de diffuseur, hein, c'est un autre modèle, mais ça peut fonctionner. Euh, mais en fait, ce travail qui est nécessaire de la part de l'auteur ou l'autrice, c'est un travail qui peut avoir ses limites parce qu'ils peuvent ne pas discerner où on en est dans notre Mhm. travail, qui est décalé par rapport à... D'accord. C'est-à-dire notre réalité en librairie et notre réalité éditoriale sont parfois décalées, qui peuvent être décalées de juste 6 mois et peuvent être décalées de 2 ans, 2 années complètes. Mhm. Et Et alors, voilà, quand je suis content du manuscrit, j'écris à l'auteur ou l'autrice, je demande à la rencontrer. Et là, alors, avec l'âge, je deviens très partisan de la vérité absolue parce que c'est plus facile de dire la vérité que de mentir. Parce que quand on ment, on doit être cohérent dans le mensonge et donc il faut avoir une bonne mémoire de ce qu'on a dit. Et donc, je préfère être absolument franc. C'est que par moment, cette rencontre avec l'auteur ou l'autrice, c'est aussi une manière de discuter des projets derrière. Et quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de vous dire il faut que vous colliez au projet ou que vous vous fabriquez un personnage ou voilà, parce que c'est important pour les écrivains en herbe de garder à l'esprit que le danger le plus grave, c'est pas de pas être publié, c'est d'être mal publié. C'est-à-dire d'être publié dans la mauvaise maison parce qu'on s'est mal entendu avec l'éditeur ou l'éditrice, d'atterrir dans une maison où il y a une incompréhension sur ce que chacun veut. Voilà, donc mieux vaut parfois attendre un peu, frapper à plein de portes, et voilà. Mais donc, l'entretien, ça permet de savoir si la personne a d'autres textes en vue, puisqu'effectivement, les Forges, c'est une maison avec des auteurs récurrents. Ça permet aussi, bah, parfois, en fait, on peut ne pas s'entendre. Ça m'est déjà arrivé avec l'auteur ou l'autrice, avoir des aspirations politiques et sociales très différentes. Je sais pas, moi, une fois, je suis tombé sur un auteur, son rêve dans la vie, c'est dire, il se faisait déjà dans sa tête, il était déjà en train de répondre à des entretiens avec les Inrocks. Et son but dans la vie, c'était d'être lu par les Inrocks, d'avoir un papier dans les Inrocks. Et c'était un peu décevant parce que c'était quelqu'un qui... C'est pas une critique des Inrocks, c'est une critique de qu'est-ce qu'on recherche dans l'écriture. Euh, mais, mais je me suis dit, si son but dans la vie, c'est juste ce type de reconnaissance sociale, on a tous des besoins de reconnaissance sociale, mais là, il y avait une absence de lucidité assez forte. Je ne suis pas le bon éditeur enfin, pour l'accompagner. Il Mhm. faut plutôt aller chercher une maison plus hype, et voilà, parce qu'on n'ira qu'au-devant de déception. Mhm. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu des articles dans les Inrocks, mais quant à savoir quel texte aura un article dans un rock, c'est bien difficile de le savoir à l'avance. Pour moi, la vie intellectuelle ne se mesure pas nécessairement à la presse qu'on reçoit. Alors, on reçoit de la presse au Forge, hein, c'est pas ça le problème.
mais ça se mesure à d'autres choses, c'est-à-dire est-ce qu'on est content du texte, est-ce que derrière il y a d'autres textes qui viennent, est-ce qu'on construit une œuvre titre à titre, et voilà. Donc là, il y a cette rencontre avec l'auteur ou l'autrice qui se passe plus ou moins bien. Et si ça se passe bien, il y a signature et discussion du contrat. Alors, c'est la discussion, pas la négociation, au sens où, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut changer dans nos contrats. C'est des contrats standards du Syndicat national de l'édition et de la SGDL. Mais par contre, je l'ai fait la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai reçu une autrice qu'on publie l'an prochain. Et on a lu toutes les clauses du contrat, une par une, pour essayer de comprendre ce qu'étaient ces clauses, qu'est-ce qu'elles engageaient, qu'est-ce que ça voulait dire, pourquoi cette clause a été construite comme ça, qu'est-ce qu'elle protège, qui elle protège, est-ce qu'elle est pour l'auteur, pour l'éditeur, et voilà. Et une fois, j'ai eu une expérience un peu décevante, en fait. J'avais reçu un bon manuscrit par un blogueur que je connaissais et qui repère souvent des bons textes, et donc il me fait suivre un manuscrit d'une jeune femme. Et en fait, je trouve le manuscrit très bon, voilà, je lui écris et on discute au téléphone. Alors, elle me pose d'emblée beaucoup de questions contractuelles, ce qui, d'un côté, c'est toujours important, parce que on est dans des relations contractuelles avec des enjeux économiques plus ou moins forts, mais même quand ils sont pas forts, alors c'est ça, c'est quand les enjeux économiques ne sont pas forts, ils deviennent des enjeux psychologiques très très forts. Donc ça nécessite d'être très carré, d'avoir beaucoup de respect pour les prérogatives des uns et des autres, et voilà. Et donc bon, voilà, je suis un peu étonné, mais je me dis c'est normal, elle ne s'y connaît pas, ou elle vient peut-être d'un milieu professionnel où la question contractuelle est très très importante. Je me suis dit j'aurais bien aimé parler plus du texte, mais bon, après tout, pourquoi pas. Et je lui envoie le manuscrit, pardon, pas le manuscrit, le contrat. Et là, elle me le renvoie, mais vraiment tous les paragraphes avaient été marqués au rouge, et elle avait tout recommenté. Et parfois avec des messages un peu insultants, en fait. C'est du genre ah oui, vous en foutez pas une, mais c'est vous qui êtes payé. C'était pas très agréable comme situation. Et voilà. Alors, je suis pas du tout en train de dire qu'un auteur, ça doit filer droit. C'est pas du tout ça. Mais il faut voir que c'est pas moi qui rédige ces contrats. Alors, si, puisque je les assume, en fait. Mais c'est quand même issu de plus de 30 ans de travail de deux syndicats, syndicat des auteurs, syndicat de l'édition. Donc voilà, ça s'est arrêté là finalement, dans ce cas de figure. C'était bon, mais après ces demandes, je pense que pour en reparler avec le blogueur, je pense qu'elle sortait d'une mauvaise expérience où elle s'était faite effectivement arnaquer, la pauvre, et en fait elle était très très remontée. Voilà. Après, je pense que il y a un problème, il y a de multiples problèmes dans l'édition. C'est un métier très intéressant, mais de manière générale, les éditrices et éditeurs n'ont pas une très très bonne image, ou une image assez fausse, et donc on doit travailler, je pense, à notre image, mais pas travailler à ce qu'elle soit bonne, mais travailler à ce qu'elle soit juste. C'est-à-dire que les gens comprennent ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'en fait, effectivement, un libraire, quand le livre se vend, il gagne 30 à 40% sur un livre, mais il les a mérités. Il n'est pas en train de s'acheter une Rolls-Royce alors que l'auteur a du mal à payer ses fins de mois, à boucler ses fins de mois. Donc il faut, oui, qu'on travaille là-dessus. Et ça fait aussi donc partie de ce qui est toujours un peu délicat avec les auteurs-autrices, c'est que en fait, toute l'information pour comprendre ce qui se passe dans l'édition, elle est disponible en ligne. La difficulté, c'est que sont aussi disponibles en ligne plein d'informations complètement fantaisistes. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, dans un groupe Facebook de discussion entre éditeurs, on avait un débat sur un discours d'Emmanuel Macron sur le Sur le tarif préfixe. postal. Ouais, Oui, voilà, sur le tarif postal. c'est ça, sur le tarif postal. Et en fait, il n'y a pas de tarif postal du livre en France, contrairement à ce qu'il y a dans certains pays. Il y a un tarif postal de la presse. Et, voilà. Et en fait, on a eu tout de suite quelqu'un qui est arrivé qui a dit
Moi, en fait, je vends uniquement sur Amazon, je gagne 90% du prix de vente, et tous les autres, vous êtes à la merci des diffuseurs, des distributeurs, vous êtes des arnaqueurs et tout ça. Et en fait, bah, si vous googlez en ligne, si vous cherchez en ligne, pardon, publier un livre, bah, en fait, c'est vrai qu'il y a les bonnes informations, vous les trouverez, mais vous trouverez aussi plein d'informations, mais vraiment, vraiment complètement délirantes Mhm. et erronées, qui ne sont pas erronées en termes, c'est pas un désaccord interprétatif, c'est-à-dire elles sont factuellement erronées. Voilà. Mais je m'éloigne du sujet. Je... Voilà. Moi, je vous laisse parler Non, tranquillement, non, 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 David. non, non. Restons concentrés. Restons concentrés. Juste une précision pour les participants qui nous écoutent. En 2020, vous disiez que vous receviez aux forges plus de 2000 manuscrits par an, c'est-à-dire près de 40 par semaine, c'est-à-dire près de 5 par jour. Ce chiffre, il a augmenté depuis l'année dernière ou c'est toujours sensiblement le même? Non, il a beaucoup augmenté. Donc là, on est au-delà des 3500 pour 2020 Mhm. et on est sur une cadence un peu plus élevée pour 2021. Après, il y a deux phénomènes qui jouent. Il y a effectivement le fait que comme les forges sont une maison en croissance, c'est une maison qui a un déficit de notoriété, c'est-à-dire les, les participants de cette réunion, la plupart d'entre eux, vraisemblablement, ne connaissaient pas les forges il y a encore une semaine avant que vous annonciez que je pouvais intervenir. Donc, comme on a un déficit de notoriété, bah, les gens nous découvrent parce qu'on a des titres qui fonctionnent bien depuis 2-3 ans et qui ont plus de visibilité. Donc, on reçoit des manuscrits qui étaient clairement pas faits pour nous, mais c'est pas très grave. Parfois, par exemple, hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé 6 messages sur ces 6 manuscrits. Voilà, donc c'est sûr que d'un seul coup, ça donne l'impression d'une cascade de manuscrits. Mais voilà, il faut voir que quand même, il y a beaucoup de ces manuscrits qui sont tellement loin de ce qu'on fait que je les examine pas vraiment en fait. Mm. Donc oui, oui, il y a un flux beaucoup plus important. C'est que aussi les forges, contrairement à d'autres maisons, on a décidé de refuser les propositions sous format papier. Je pense qu'il y a beaucoup de maisons qui préfèrent le format papier parce que comme il faut imprimer et timbrer, ça force et que ça coûte donc de l'argent, c'est-à-dire entre 15 et 20 euros par manuscrit. Enfin, peut-être un peu moins si on se débrouille bien. En théorie, ça contraint les gens à faire des choix et donc à déterminer à qui ils envoient. Mm. Et voilà. Mais en fait, donc moi, quand c'est du papier, comme c'est marqué en gros sur notre site qu'on ne prend pas les manuscrits papier, ça va directement dans la cheminée. Alors pas toujours parce que parfois il y a un petit truc en plastique que je dois arracher avant, mais parce que ça, faut pas le faire brûler. Mais ça va directement dans la cheminée. Sinon, quand c'est du numérique, c'est toujours consulté. Mais c'est vrai qu'en numérique, le défaut, c'est que bah, y a des blogs qui ont mis notre adresse manuscrit dans leur liste, où il y a des blogs sur lesquels on peut récupérer des tableaux Excel d'éditeurs, où il y a les emails de plein de maisons. Et voilà. Alors d'ailleurs, il y a un petit truc que je fais, mais c'est pour gagner du temps, mais c'est peut-être pas immensément correct. Mais quand moi je reçois un manuscrit envoyé à la cantonade, Mm. bah, je réponds même pas. C'est-à-dire que par principe, je réponds toujours à tout mail reçu, sauf quand c'est certains démarchages commerciaux. Mais quand c'est un manuscrit envoyé à la cantonade, un manuscrit envoyé à la cantonade, ça veut dire soit je suis clairement en copie invisible de 300 personnes, soit parfois je suis en copie visible de 300 ou 400 éditeurs. Je réponds pas. Alors, je comprends que de la part des auteurs, certains se disent c'est logique, j'ai écrit, je vais être publié, je récupère la liste des éditeurs, j'envoie. Mais je me dis qu'il y a des maisons que ça ne va pas gêner. Moi, je me dis, je ne suis pas immensément exigeant sur la connaissance que les auteurs et autrices au début doivent avoir de ce qu'est l'édition. Mais un minimum de correction, c'est de conscientiser les gens sur le fait que leur manuscrit a une valeur et que donc, il ne faut pas l'envoyer comme ça, quoi. Mm. Mais bon, après, c'est vrai que comme je réponds pas aux gens, je contribue pas à les conscientiser, quoi. Et c'est pas à moi. Enfin, après, il y a des questions de temps, c'est-à-dire, et puis, c'est pas à moi d'apprendre aux autres à vivre. Je sais pas. Je veux pas qu'on me fasse des remarques à moi, donc je vais pas faire des remarques aux autres. Mais en tout cas, je réponds pas à cela. Mais oui, on est sur un flux de manuscrits très très élevé. Je peux même, alors, plus
à moins de pouvoir zoomer sur mes lunettes, vous n'allez pas voir, mais si j'ouvre ma boîte manuscrit sous vos yeux ébahis, manuscrit Forge, vous avez peut-être vu qu'il y a un peu de lumière blanche sur mes lunettes parce que je suis sur la boîte des manuscrits. Je peux vous dire combien on en a reçu depuis ce matin, parce que ce matin, j'ai fait un relevé des manuscrits. Il faut voir que le samedi, il y en a pas mal qu'on reçoit. On n'a pas reçu tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je n'ai reçu que 7 manuscrits depuis 10h du matin. Voilà. Donc, 7 nouveaux manuscrits depuis 10h du matin. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer à tous, vous voyez le temps que vous passez sur vos relectures. Alors, évidemment, on ne va pas comparer non plus vos relectures. En même temps, vous retravaillez vos textes. Mais en général, quand vous êtes à la fin de votre manuscrit, bon, la relecture commence à aller plus ou moins vite. Vous voyez quand même le temps que ça prend. Donc, je vous laisse imaginer le temps que ça peut prendre à un éditeur qui reçoit continuellement des manuscrits comme ça. Alors, nous, on n'est pas maison d'édition, on ne publie pas le manuscrit. Mais à partir du moment où on a commencé à dire sur les réseaux sociaux qu'on était éditeur, puisque c'est notre métier, éditeur indépendant, au service, entre autres, des maisons d'édition et des auteurs. Mais à partir du moment où on a mis le mot éditeur sur nos profils, on s'est retrouvé avec plusieurs dizaines de manuscrits par semaine qu'on n'avait absolument pas le temps de lire. Donc, de temps en temps, en fonction de ce que nous disait la personne, on se penchait un petit peu dessus. Puis, de temps en temps, quand on tombait sur un manuscrit qu'on trouvait intéressant, on le proposait à une maison d'édition. Mais il faut trouver le temps. Enfin, lire un manuscrit, puis le lire vraiment, pouvoir estimer sa qualité, pouvoir estimer son potentiel, etc. Ça prend du temps. Je sais bien qu'on a tous l'habitude de lire comme des lecteurs et de dévorer des livres en 2 soirées et ça a l'air d'aller très très vite, mais non, ça prend du temps. Donc quand on en reçoit plus de 3000 par an, oui, c'est sympathique. Oui. Il y a effectivement des voyages indispensables. Il y a, disons, deux petites remarques là-dessus. C'est que d'une part, moi, je suis en fait au service des lecteurs. Donc, je travaille bien avec mes auteurs, mais je ne suis pas au service de mes auteurs. Et je suis encore moins au service d'auteurs que je ne publie pas. Donc, parfois, je reçois des mails un peu étranges qui me disent « Est-ce que vous pourriez me donner un avis sur mon texte parce que je veux le présenter à des éditeurs ?» Et d'une part, je suis un éditeur, donc moi, je ne vais pas vous donner un avis sur un manuscrit pour que vous le présentiez à d'autres. Et l'autre chose, c'est que lire un manuscrit en entier, la noter, c'est 2-3 jours de travail. Vous, dans votre métier, vous accepteriez pas de travailler gratuitement plusieurs jours pour quelqu'un que vous connaissez pas. Donc, voilà. Après, et c'est ma deuxième remarque, ça rejoint un élément très structurant et difficile à gérer de l'édition, c'est que l'édition repose sur toute une série d'asymétries. C'est-à-dire, la première asymétrie, c'est l'auteur qu'on ne publie pas et l'éditeur. L'auteur qu'on ne publie pas, il a passé 1 an, 2 ans sur son texte. Il l'a investi psychologiquement de manière très importante. Il l'envoie à un éditeur qui va passer moins d'1 minute dessus. Je ne dis pas que c'est la règle de passer 1 minute sur un manuscrit, mais si le résumé me dit, je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est une romance érotique, en fait, je passerai moins d'1 minute dessus. J'ouvre le mail, je me dis c'est pas pour nous, j'envoie un mail en disant c'est pas pour nous, bon courage. Et voilà, donc ça c'est une première asymétrie qui est violente parce que c'est le surinvestissement psychologique qui est naturel. C'est incompréhensible pour quelqu'un qui a passé 2 ans sur un texte qu'une autre personne en face d'elle puisse pas passer plus d'1 minute. Voilà, donc ça c'est violent, mais c'est comme ça. Voilà. La deuxième asymétrie, c'est que c'est entre les auteurs signés et les éditeurs-éditrices. C'est que moi, je vais travailler en permanence sur une 40aine de textes, ceux de l'année dernière que je continue à soutenir, ceux de cette année que je publie, ceux des 2 prochaines années que je prépare, et voilà. Mais l'auteur, lui, il est sur un seul texte pendant 18 mois, ou voire 2 ans. Et donc, c'est comme une sorte de couple où l'un des deux est multi-polygame, l'autre, par contre, n'a qu'un enfant. Et il y en a un qui a l'attention d'un hamster cocaïnomane, et l'autre, au contraire, son attention n'est que son texte. Et ça, il faut que l'auteur en soit conscient, mais il faut aussi que l'éditeur en soit conscient. Je pense qu'une des difficultés dans l'édition, c'est que chacun oublie sa position et oublie la position de l'autre.
je pense que pour le coup, la faute est peut-être un tout petit peu plus du côté des éditeurs qui oublient cet élément-là. Parce que c'est très, très dur à admettre, mais dans la plupart des maisons, les maisons ne sont pas dépendantes des auteurs économiquement. Donc c'est pour ça que les éditeurs ne sont parfois pas conscients que cette situation économique peut confiner dans certains cas à une forme de mépris structurel vis-à-vis des auteurs. Je ne suis pas en train de dire que l'édition méprise les auteurs. Je note que parfois, c'est le sentiment que peuvent ressentir légitimement les auteurs parce que eux, ils ont énormément investi leur texte et derrière, ils écrivent à leur éditeur, à l'attaché de presse, à l'attaché de librairie et ils n'ont pas de réponse ou les réponses sont lentes ou voilà. Je pense qu'il faut, au moment où on parle du contrat, bien expliquer ses contraintes, bien expliquer comment chacun travaille, bien expliquer. En fait, l'idée, c'est que si on fait un contrat, c'est qu'il faut toujours le respecter. Donc, si on dit d'emblée, oui, il y aura des moments où on travaillera ensemble, où on aura 2-3 jours intenses sur ton texte, voilà, mais je ne serai pas disponible en permanence au fil de l'eau pour ton texte. Si le contrat est clair, c'est plus simple. Voilà. Mais après, là, on parle de l'asymétrie dont l'auteur est victime par rapport à l'éditeur, mais l'asymétrie, nous, en tant qu'éditeur, on la ressent, par exemple, par rapport au diffuseur. Donc, le diffuseur, c'est cette puissance commerciale qui nous place en librairie. C'est que moi, j'arrive à une réunion avec le diffuseur où j'ai 2 titres à présenter par cycle de vente, c'est-à-dire j'ai un titre par mois, quoi. Voilà. Les cycles de vente comprennent 2 mois. Et en fait, toute la semaine, le diffuseur, il va faire défiler tous ses éditeurs. Donc chacun va arriver avec 2 ou 15 titres. Et à la fin, les commerciaux, ils ont 120 titres à 240 titres à défendre. Et donc, de la même façon, on se retrouve dans une situation d'asymétrie où moi, pendant un mois, je suis extrêmement concentré sur un texte. Et eux, pendant un mois, ils sont extrêmement concentrés sur 120 textes. Voilà. Donc, il y a ça. Et après, l'asymétrie, elle va se retrouver après dans l'autre maillon de la chaîne entre le diffuseur et le libraire. Parce que le libraire, il va recevoir plusieurs diffuseurs. Il va recevoir les gens de Gallimard, les gens d'Hachette, les gens d'Editis, les gens de Média Participation. Et donc, son attention est pas la même. Et il y a des éditeurs qui parfois sont hyper énervés parce que leur livre n'a pas l'attention suffisante de tel ou tel libraire. Et voilà. Mais en fait, je pense que ce qu'on devrait faire en tant qu'éditeur, c'est quand on ressent cette frustration vis-à-vis des libraires, se dire qu'il ne faut pas que nous, on génère la même frustration du côté des auteurs. Donc, on ne peut pas changer l'effet structurel. Le seul moyen de le changer, c'est faire un peu moins de livres. Mais même si on fait moins de livres, si un éditeur personnellement gère 10 livres par an au lieu d'en gérer 30, enfin en termes de nouvelles publications, ça diminue un peu la symétrie, mais on n'arrive jamais à une situation d'égalité d'attention en fait. Ça sera toujours le même principe de toutes les façons. C'est un juste équilibre à essayer de trouver et en tout cas une structuration quitte à comprendre de tous les côtés en fait. C'est à nous aussi d'essayer de comprendre la position de l'auteur et puis les auteurs aussi qui doivent essayer de nous comprendre et de comprendre la réalité de notre métier et que quand on répond pas dans les 24 heures, c'est pas forcément du mépris, c'est pas forcément voilà, qu'on n'a rien à faire ou que mais voilà, c'est un juste équilibre à trouver chez tout le monde quoi. Mais c'est pas facile. Alexandra Koselik, donc, que nous avons reçue en interview le 8 mai dernier, nous a dit beaucoup, beaucoup de bien de votre relation éditeur-auteur. Elle a partagé avec nous le profond respect que vous témoignez vis-à-vis des textes de vos auteurs. Et pour avoir travaillé avec pas mal de maisons d'édition, c'est pas toujours le cas. Quelle est votre relation avec les auteurs et comment est-ce que vous retravaillez les manuscrits avec eux? Et selon vous, quelle est l'étendue du travail d'un éditeur sur un texte et quelles sont ses limites? Alors, c'est une question que je me pose assez souvent parce que, en fait, avec le temps, je me dis que je suis plutôt un éditeur pragmatique. C'est-à-dire que j'ai une quinzaine d'auteurs, d'autrices réguliers au Forge chez les francophones. Et je me suis rendu compte que j'ai
pas encore vraiment de méthode type, c'est-à-dire avec certains vont m'envoyer un manuscrit très proche de l'achèvement, et donc le travail va être un travail à partir de quelque chose de très abouti. Certains vont me parler de leur idée d'écriture avant même d'avoir écrit la première ligne, donc le travail avec eux, c'est plutôt des longues discussions, mais qui sont un peu abstraites, sans texte derrière. Il y en a qui vont m'envoyer les pages au fur et à mesure, il y en a qui vont m'envoyer un plan, et on va discuter un peu sur le plan. En fait, j'essaye d'être disponible. Faut aussi que j'arrive à faire comprendre parfois aux auteurs que je suis disponible et qu'ils ont le droit de me solliciter sur quelque chose, que c'est pas déchoir d'être bloqué dans un texte, voilà. Alors là, je parle des auteurs que j'ai déjà signés, donc c'est souvent pour le deuxième ou troisième roman, hein, ou quatrième ou cinquième pour certains. Parce que ce qui est difficile dans la pratique de l'écriture par rapport aux autres pratiques artistiques, c'est que dans les autres pratiques artistiques, le travail à plusieurs ou le travail d'atelier est la norme. Et dans l'écriture, pardon, ça reste assez rare. C'est-à-dire que pour des raisons souvent mauvaises, on pense que écrire, c'est être tout seul dans son coin et que son œuvre est plus maîtrisée, plus personnelle et plus originale si on a tout fait tout seul comme un grand dans son coin. Et souvent, ce n'est pas vrai. C'est en travaillant avec d'autres personnes que l'œuvre s'enrichit et prend forme. Alors, travailler avec d'autres personnes, ça ne veut pas dire que ces autres personnes sont co-auteurs. Moi, je ne me considère pas du tout comme co-auteur des textes des auteurs des Forges. Euh, Tout comme, par moment, je suis un peu comme à la boxe, le sparring partner. C'est-à-dire, c'est pas le sparring partner qui est le boxeur. C'est juste que ça permet aux auteurs de tester certaines idées sur moi et de les sortir de la solitude de l'écriture. Mais il faut voir que si on regarde l'histoire de la littérature, alors ça, c'est des choses que j'avais vues en thèse. Quand j'étais en thèse, j'avais lu pas mal de journaux de la création. Beaucoup de grands écrivains du passé, en fait, ont écrit en s'appuyant sur les autres. C'est-à-dire, par exemple, Kafka se réveillait le matin, écrivait quelques pages, et en sortant du bureau, quand il retrouvait ses amis du Cercle de Prague, montait souvent sur une chaise, leur lisait des passages, et il voyait comment les gens réagissaient. Personne ne considère que les textes de Kafka ne sont pas de Kafka. Pourtant, ils sont bien passés par une forme d'épreuve de la collectivité. Et voilà, donc je me dis que l'éditeur, ça sert un peu parfois pour sortir de soi, pour avoir un peu un recul. Après, le, le, le pragmatisme dont je parlais, c'est un pragmatisme qui va consister à, quand quelque chose fonctionne, le garder. Quand quelque chose ne fonctionne pas, essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et voir quelles seraient les pistes possibles pour que ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est plutôt de faire douter l'auteur, c'est-à-dire lui dire est-ce qu'on pourrait pas faire ça ou ça, mais pas le faire à sa place. Et pas, j'ai pas de souvenir d'avoir dit faut que ce soit ça. Voilà, c'est plutôt là, le personnage fonctionne pas. Est-ce qu'on peut le fusionner avec un autre personnage? Est-ce que on peut le retirer tout simplement, ce personnage-là? Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire lors de la discussion. Et en plus, très souvent, la discussion fait que l'auteur ou l'autrice trouve l'idée qui n'était pas mon idée et trouve la solution par lui-même. Par exemple, c'est Gilles Marchand, très souvent, quand il y a qui est un autre auteur des Forges, quand il y a un chapitre qui ne fonctionne pas, je lui dis il ne fonctionne pas ce chapitre, il faudrait peut-être le couper. Et en fait, il me dit attends, et puis il revient 4 jours plus tard, et en fait, au lieu de l'avoir coupé, il a fait un nouveau chapitre à la place pour faire fonctionner ce premier chapitre qui ne fonctionnait pas. Donc, c'est plutôt un travail qui s'adapte au tempérament de l'auteur ou de l'autrice. Là où j'ai un peu de mal parfois, c'est alors, je vais parler d'auteurs que finalement je n'ai pas pris au catalogue, mais euh, des auteurs qui arrivent en disant je suis trop fatigué par mon texte, je veux plus travailler dessus.
C'est-à-dire, j'ai tellement donné pour finir ce premier jet que j'irai pas plus loin, quoi. Moi, je vais pas le faire à leur place. Et voilà. Donc, ça, c'est un peu dur. Où il y a les cas de figure où une fois, on m'a dit chaque mot de mon texte est sacré, il est impossible d'en changer un seul. Alors, il s'avère que j'ai jamais reçu de texte qui a atteint ce niveau de perfection. Mm. Donc, voilà. Après, il y a des textes des forges où il n'y a pas beaucoup de changements qui sont apportés. Euh, voilà. Mais souvent, c'est des changements parce que ce qui m'arrive, c'est des textes qui ont été conçus un peu dans la solitude. Et donc, il y a des choses parfois énormes que l'auteur ne pouvait pas voir. Que c'est juste quelqu'un d'extérieur qui peut voir ça. C'est-à-dire, bah, en fait, ce que tu as écrit, c'est une réécriture de Barbe Bleue. Et là, l'autrice dit, ah, mais j'avais même pas pensé, mais c'est une évidence. Et donc, ah, bah, je vais réécrire dans ce sens-là parce que ça me donne des idées. Et voilà. Donc, c'est plutôt ça. Et c'est assez stimulant comme travail. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. En fait, l'idée, c'est vraiment De servir de support de réflexion à l'auteur pour qu'il puisse éventuellement lui suggérer des choses, lui proposer des choses, mais après que ce soit l'auteur qui se pose lui-même les questions et puisse trouver ses propres réponses pour son propre texte, pour ses intentions, pour son lecteur, pour sa propre histoire, etc. Exactement. Et dans votre ouvrage Écrire son premier roman en 10 minutes par jour, publié aux Forges, donc, vous citez cette phrase de Stephen King: «Si vous n'avez pas le temps de lire, vous n'aurez pas celui d'écrire». Pourquoi, selon vous, un bon écrivain doit-il être avant tout un lecteur? Euh, alors, c'était une petite boutade de parler de cette citation, de citer ce texte, parce que, en fait, on parlait tout à l'heure du flux de manuscrits qui a augmenté. Mhm. C'est déjà fort avant, hein, mais euh, qui est devenu encore plus important. Euh, Parce que, en fait, le flux de très bons manuscrits n'a pas augmenté. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence accrue ou quoi que ce soit. Mhm. Et j'ai reçu beaucoup plus que d'habitude des manuscrits de non-lecteurs. Et les manuscrits de non-lecteurs, ça se voit parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas de familiarité avec la manière dont on tourne une phrase, dont on construit une phrase, dont on construit une scène, et voilà. Et je pense que spontanément, quand on lit régulièrement, on trouve ce type de choses, ce type de... Voilà. Alors, je pense que pendant longtemps, le problème, c'est que c'est penser que être un bon lecteur, ça va faire de vous un bon écrivain. C'est deux métiers, entre guillemets, très différents. Donc, en fait, on peut être un très très bon lecteur et jamais réussir à écrire, ou pas avoir envie, ou voilà. Mais en tout cas, ne pas lire, c'est problématique quand on veut écrire. Là encore, il y aura sans doute des exceptions. Moi, je fais souvent des ateliers en collège et en lycée, et j'ai déjà croisé, en collège notamment, euh, c'est plus des garçons en fait que des filles, mais des garçons très très gouailleurs en fait. Ils sont capables à l'oral de vous raconter des histoires et de vous agripper, mais qui ont un blocage vis-à-vis de l'écrit. Mmh. Donc c'est possible, c'est pas clairement c'était pas des lecteurs, mais parce qu'ils avaient un sens de la conversation, de l'échange, ils savaient agripper l'attention. On voyait que c'était des conteurs nés. Voilà, c'était pas des lecteurs, c'était pas des auteurs parce qu'ils pouvaient pas vraiment écrire, mais c'était potentiellement de la graine d'écrivain. Alors il fallait trouver le moyen de les faire écrire. Mais certes, il y a des exceptions, mais les tendances, enfin globalement, si on lit pas, je vois pas trop comment on peut vraiment écrire. Après, il y a une question plus pratique, une question de trouver le temps d'écrire, parce que c'est effectivement du temps d'écrire, et que j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit, bah moi j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai préféré le consacrer à écrire. Bah, oui, mais ce serait peut-être mieux de d'abord le consacrer à lire, avoir un temps de lecture quotidien, et petit à petit augmenter ce temps et prendre un peu de temps pour écrire derrière.
Mais voilà, donc c'est une question à la fois théorique et pratique, ce besoin de la lecture. Mhm. Mais c'est quelque chose que je compare souvent en fait aux musiciens. J'avais mon ex-mari qui était musicien, qui avait pris la musique tout seul en fait quand il était adolescent pour plaire aux filles. Et donc il avait appris la guitare électrique notamment, et qui pendant une bonne dizaine d'années en fait se contentait d'écouter, enfin se contenter, ce n'est pas réducteur, mais qui écoutait énormément de musique et qui essayait de reproduire, d'imiter tout ce qu'il entendait. Et au final, il n'est jamais allé au conservatoire, il n'a jamais appris le solfège, mais au bout d'une dizaine d'années, il était capable d'improviser complètement comme tous les musiciens. Enfin voilà, quand on dit que les musiciens tapent le bœuf ensemble, moi ça m'a toujours fasciné de les voir un groupe de 5-6 musiciens se rassembler, se dire allez, on commence comme ça, et puis d'être capable d'improviser pendant je sais pas combien de temps. Et c'est un peu la même idée, en fait. Le fait de lire régulièrement, et moi, je dirais même, en tout cas, c'est ma vision, mais de lire vraiment varié, de ne pas hésiter à lire des choses qui ne vous intéressent pas forcément d'habitude, au moins essayer, même si c'est juste 20-30 pages. Ça vous permet aussi de voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Donc, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans la lecture, il y a des chances pour que ça se retrouve, en fait, dans votre écriture, et que vous puissiez mieux savoir ce que vous avez envie d'exprimer, comment vous avez envie de l'exprimer. Et je pense que c'est un peu comme pour le musicien, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, on se constitue une espèce de bibliothèque, de boîte à outils d'écrivains, avec des manières d'exprimer des choses, avec des styles, avec des narrations, avec des développements de personnages, d'intrigues, etc., qui nous permettent à un moment donné d'être capable de commencer à composer soi-même et à improviser avec ces différentes combinaisons. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et d'ailleurs, sur la Guilde des écrivains, on a créé un espace de chronique littéraire où on partage, nous, régulièrement, nos lectures, en essayant. Alors, vous dites souvent, David, que non seulement lire, mais lire comme un écrivain. C'est-à-dire pas juste lire comme un lecteur pour son plaisir. Après, le plaisir est très important, mais lire aussi en observateur. Essayer de prendre un petit peu de recul et de se demander, là, j'ai une expérience de lecture spécifique. Qu'est-ce qui me fait vivre cette expérience de lecture? Qu'est-ce qui me donne envie de tourner la page concrètement dans ce livre-là? Sans forcément aller dans la dissection et l'analyse littéraire pure et dure, mais essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir étoffer son regard, enrichir sa plume et puis arriver soi-même de mieux en mieux à improviser. Et donc, dans la Guilde des écrivains, on partage des chroniques littéraires et on invite les membres de la Guilde à partager leur propre retour de lecture et à expliquer en fait qu'est-ce qui les a interpellés dans ce livre-là au niveau de l'écriture, au niveau du développement de l'intrigue, au niveau de l'approfondissement des personnages, au niveau du style, de la musicalité, du découpage, etc. Je pense que ces choses sont vraiment, vraiment importantes. Oui, mais c'est vrai que je me disais que, en fait, moi, je sais souvent que quand je lis un roman, je me demande et si tel chapitre se serait plutôt passé comme ça? Est-ce que telle autre fin aurait été possible? Ou ah tiens, cette scène, elle fonctionne bien et en fait, voilà ce qu'il a fait pour que ça fonctionne. Enfin, ce type de choses. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a perdu l'émerveillement de la lecture, mais c'est un autre type d'émerveillement. Je sais par exemple alors moi, une de mes rares expériences d'écriture créative en tant qu'auteur, c'est en sortie d'études, j'ai travaillé pendant quelques mois pour une boîte de production de cinéma. Et je travaillais sur des scénarios, alors plutôt comme analyste de scénario, et j'ai écrit un scénario pour eux. Et c'était très intéressant, en fait. J'ai eu une phase vraiment où je pouvais plus regarder une série ou un film sans décortiquer l'enjeu interne, l'enjeu externe, la fonction de chaque scène, et voilà. Et en fait, après, alors il y a plusieurs choses qui sont passées. C'est que souvent, quand je retourne au cinéma, alors je suis pas allé depuis un certain temps et j'y retourne tout à l'heure. euh, Quand je retourne au cinéma, à la fin d'un film que j'ai vraiment bien aimé, mon plaisir est double. C'est un plaisir à la fois d'avoir vraiment été émerveillé par le film, mais aussi je sors avec une sorte d'admiration pour, pour l'art et la manière dont quelque chose a été fait.
Et en fait, je ne pense pas que ce soit deux expériences esthétiques contradictoires, c'est-à-dire l'expérience de l'émerveillement et l'expérience de l'analyse. On peut avoir une lecture qui est analytique et qui ne détruit pas le plaisir, en fait. Après, chacun est différent, hein. Je suppose que chez certaines personnes, comprendre un processus, ça lui ôte un peu de sa magie. Mais moi, je sais que ça, je reste admiratif, surtout qu'en fait, même si on analyse, il y a toute une part de la création qui n'est pas réductible à quelque chose qui est analysable. C'est-à-dire, il y a parfois des romans qui sont très simples. Si on décortique le roman, on se dit l'histoire est simple, tout est simple, et pourtant ça fonctionne et c'est exceptionnel. Et on a du mal à savoir pourquoi ça fonctionne, et pourtant ça fonctionne. Il ne faut pas basculer, c'est quelque chose dont je pense il faut toujours se méfier. Il faut faire les choses avec méthode et réflexion, c'est du vrai travail. Voilà. Mais on n'est pas. Enfin, il faut voir qu'on ne pourra jamais transformer la création en processus d'ingénierie ou en processus de calcul. Voilà. Et puis la notion de plaisir, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois, la notion de plaisir pour moi reste essentielle, que ce soit autant dans la lecture évidemment, mais y compris la lecture, les ouvrages qu'on lit pour améliorer sa propre plume, donc autant dans la lecture que dans l'écriture. On a souvent cette vision, je trouve, selon laquelle si on ne souffre pas, si on n'est pas à l'agonie sur son texte, ça veut dire qu'a priori ce n'est pas un bon texte, c'est trop facile. Enfin voilà, il faut forcément que ce soit un parcours de croix. Et je pense que cette notion de plaisir, elle est vraiment essentielle si on veut tenir dans la durée, si on veut vraiment, je pense, être aligné, connecté avec sa créativité. Et c'est pareil aussi pour la lecture. Quand on dit, bon, lisez, c'est important vraiment, et puis essayez de lire varié, il faut aussi qu'il y ait la notion de plaisir qui soit présente, quoi. Ouais. 2 éléments importants dans un livre, le titre et la 4e de couverture. On pourrait dire que c'est en quelque sorte l'argumentaire de vente du livre, puisque c'est ce qui va convaincre le lecteur de l'acheter en librairie. On a tous connu ça, hein, on farfouille dans les livres, dans les rayons, on regarde la 4e de couverture, on feuillette un petit peu. Moi, personnellement, je fonctionne au coup de cœur de couverture. Je ne regarde rien du tout. Du moment qu'une couverture me plaît, je la prends. C'est un petit peu mon problème avec les Forges de Vulcain, d'ailleurs. C'est mon point faible. Comment est-ce que vous travaillez en général le titre et l'argumentaire de vente d'un livre? Alors, juste une petite parenthèse, Alexandra Koselleck nous a raconté comment s'était passé le choix de son titre. Donc, je vous invite à regarder tous le replay de l'interview d'Alexandra. Vous verrez, c'est assez savoureux. Mais en dehors d'une fin de soirée après un repas à la rosée, comment ça se passe habituellement? Comment vous faites? Alors, tout à l'heure, je vous disais que la semaine dernière, je signais une nouvelle autrice. Et dans le contrat d'édition standard, il est quand même expliqué que le titre, la couverture, l'argumentaire, tout ça, c'est à la main de l'éditeur ou l'éditrice. Ça veut dire que c'est l'éditeur qui choisit le titre. Alors après, on ne va pas choisir un titre que n'aime pas l'auteur ou l'autrice, parce que ça reste son œuvre. Mais si on trouve vraiment que le titre est mauvais, on en discute avec l'auteur et l'autrice pour trouver ensemble le bon titre. Il s'avère qu'il y a très très peu de titres des Forges qui ont été publiés sous leur titre de travail. On a toujours trouvé d'autres titres. Sur les dernières années, je pense que qui a gardé son titre de travail, il y a Spartacus, qui est un roman sur Spartacus, qu'on a donc appelé Spartacus, voilà. Ce qui était relativement simple, mais sinon, la 10e muse ne s'appelait pas la 10e muse, à crier dans les ruines ne s'appelait pas à crier dans les ruines. Alors, le roman qu'on a signé la semaine dernière, ça va peut-être être un des premiers à garder son titre, parce que c'est un bon titre, que je ne vous dirai pas. Mais voilà, donc pour les titres, c'est par la discussion. Il faut voir souvent que lors du travail éditorial, parfois va apparaître la vraie logique du texte, et dès qu'on a la vraie logique, c'est plus facile pour trouver le titre. Et en plus, une fois qu'on a trouvé le titre, ça lance souvent une réécriture du texte, ou au moins une passe complète, c'est-à-dire
de manière à ce que le lien entre le titre et le texte soit le plus clair possible. C'est un travail qui est une sorte de travail de design global, c'est-à-dire d'essayer de tout faire tomber juste, résonner juste ensemble. Pour ce qui est de la couverture, donc je travaille depuis le début des Forges avec Elena Vieillard, qui est une illustratrice qui n'est pas spécialisée dans le livre. En fait, elle était en sortie d'école quand elle m'a contacté et elle faisait beaucoup d'affiches. Et pour moi, une couverture de livre est une affiche. Donc, je trouvais intéressant d'aller chercher quelqu'un qui avait une bonne maîtrise d'un art, mais d'un art connexe au nôtre. Et c'était finalement un bon choix, je pense, parce que effectivement, c'est des belles couvertures qui résonnent bien avec ce qu'on veut faire. Souvent, je lui donne une petite description du roman, pourquoi ça me plaît, à quoi ça me fait penser, et je la laisse faire. Il faut voir que je suis très peu interventionniste sur ça, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, comment dire, alors, bon, je peux raconter une anecdote, mais bon, ça reste entre nous. C'est que, en fait, il y a d'autres maisons d'édition qui ont proposé à Elena de travailler pour eux. Mais souvent, l'éditeur ou l'éditrice allait dire ah, on veut complètement réinventer nos maquettes, vous pouvez faire ce que vous voulez, voilà. Mais bon, il faut garder la police de caractère, l'emplacement où il est, le liseré blanc, le fait que c'est imprimé à chaud, que c'est des retravails voilà, de retravail de photos. Mais sinon, tout le reste, vous avez le droit de réinventer tout, quoi. Et voilà. Et je pense que tous les éditeurs et éditrices n'ont pas un immense sens visuel et que là aussi, il faut toujours comprendre et respecter les autres maillons de la chaîne ou les autres intervenants. Et voilà. Donc, par contre, parfois, Elena ne trouve pas tout de suite la solution. Donc, il y a des couvertures des forges qui ont été faites en 45 minutes. Donc, je lui envoie un truc, elle trouve tout de suite, elle me le renvoie, je lui dis c'est très bien, je lui dis va jusqu'au bout de cette proposition, elle me finit la proposition et c'est fait. Et puis, il y a des couvertures qui ont eu 14 ou 15 versions, souvent en revenant à zéro. Donc, c'est un peu fastidieux, mais c'est stimulant. C'est beaucoup plus long pour elle que pour moi, bien sûr, puisque moi, je fais pas de dessin. Et alors, par contre, l'argumentaire, là, c'est vraiment très, très, très dur. Je pense pas que les forges... En fait, au sein de l'édition, les forges ne font pas les meilleurs argumentaires de la Terre. Alors, je précise juste, l'argumentaire, c'est la 4e de couverture. C'est ma 4e de couverture. Du livre, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, oui, alors, pour aller plus dans la précision, en fait, théoriquement, il y a deux documents distincts qui vont être l'argumentaire, qui est vraiment un document technique que vous, en tant que lecteur, vous ne verrez pas, qui est un document pour les professionnels. Et il y a le 4e de couverture qui sera sur le livre. Souvent, au Forge, c'est le même texte, mais dans beaucoup de maisons d'édition, c'est 2 textes distincts. L'argumentaire va être plus long, plus agressif, plus commercial. Le 4e de couverture un peu plus littéraire parfois. Enfin bon, ça dépend. Non, nous, sur nos 4e de couverture, oui, les 4e de couverture, au résumé, il y a quelques règles. C'est que généralement, je ne mets pas d'extrait du texte. Généralement, je ne mets pas d'énoncé évaluatif. Un énoncé évaluatif, c'est un énoncé où je vais dire « Dans ce texte merveilleux, avec une langue splendide et une imagination furieusement débordante », voilà, j'emploie jamais de termes comme ça, même quand j'aime les textes, même dans l'argumentaire, je n'emploie pas des textes comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne les pense pas, mais je préfère être factuel de manière à ce que les gens s'approprient le texte. Donc souvent, je vais me contenter de donner la situation de départ et de donner un axe thématique pour que voilà, bah, est-ce que j'ai un livre Alors, le problème c'est que si j'ai différents textes des forges. Alors, ce que j'ai là, j'ai Les Embrouillamini de Pierre Rofast, et ça c'est sorti hier. Et c'est un peu particulier parce que Les Embrouillamini, c'est un roman très ambitieux. Et en fait, c'est un des romans où on parle un tout petit peu de la démarche du roman. Donc, il y a marqué « L'auteur de ce roman est né sous le signe de la balance
Il est incapable de choisir sa confiture au petit déjeuner, ni même le destin des héros de ses romans. Est-ce que Lorenzo part au Mexique rejoindre une équipe d'effaroucheurs, disciples des dieux aztèques, ou alors est-ce que Lorenzo reste dans la vallée de Chantebrie et devient cambrioleur par amour? José Luis Borges parle d'une bibliothèque infinie dans laquelle se trouveraient toutes les histoires du monde. L'auteur de ce roman remercie l'écrivain argentin pour l'avoir invité dans ce lieu où l'indécision est heureuse. Là, c'est très particulier comme quatrième de couverture, comme quoi tout est affaire d'exception. C'est qu'en fait, le deuxième paragraphe, qui commence par « Est-ce que Lorenzo part au Mexique ?» c'est en fait un paragraphe qui raconte l'histoire et qui est habituellement le premier paragraphe. Et par contre, le premier paragraphe, c'est « L'auteur est né sous le signe de la balance », ça serait plutôt le troisième paragraphe, le paragraphe qui donne un peu la démarche de l'auteur. Là, ça a été inversé parce que c'est un roman qui a une caractéristique, c'est que c'est un roman en arborescence. Donc, alors, bon, je pense que ça ne va pas se voir, mais par exemple, quand on finit un chapitre, il y a des choix qui sont proposés au lecteur d'aller soit au chapitre qui suit, soit beaucoup plus loin. Et en fait, c'est plus d'un millier de combinaisons dans un seul roman. Donc ça, c'est très à part. Par contre, juste en dessous, j'ai Le sang de la cité, donc, qui est le roman de fantasy dont je parlais, qui est un gros carton. Donc, j'en suis très content. Pardon. Et là, on est dans du résumé pur. Enfermé derrière 2 murailles immenses, la cité est une mégalopole surpeuplée, constituée de multiples duchés. Commis d'épicerie sur le port, Knox est lié depuis son enfance à la maison de la Cawan. Voilà. Et ça continue, hein. Je ne vais pas vous lire les résumés, mais là, on est plus dans... on raconte vraiment l'histoire. Et une dernière... alors ça, c'est particulier, ce n'est pas la vraie couverture, c'est ce qu'on appelle des épreuves non corrigées. C'est un titre qui sort en septembre, qui est donc notre entrée littéraire étrangère. Alors, comme justement c'est plus commercial, il y a des extraits presse en quatrième de couverture, ce que je ne mets jamais dans un vrai livre des forges. Donc un vrai livre des forges, c'est comme ça, donc c'est juste le résumé. Et sur ça, qui s'adresse plutôt à des libraires, voilà. Il y a des extraits, par exemple, London Sunday Telegraph a dit que c'était un drame remarquable, parfois sérieux, mais souvent hilarant. Et en fait, voilà, il y a 10 lignes, 3 lignes de résumé du texte, donc même 2 lignes. Matari, qui s'était enfoncé dans la nuit neigeuse dans l'espoir d'y mourir, est sauvé et recueilli par Oboko, un poète et moine bouddhiste. Voilà. Après, je vous donne le thème. Honneur, poésie, philosophie, amour s'affrontent dans ce huis clos neigeux. Enfin, j'ai dit 2 fois neige, c'est pas le quatrième de couverture. Là, on a compris qu'il y en a beaucoup de neige. Il y en a vraiment beaucoup. Où Luc Reinhardt, en rendant hommage aux 7 samouraïs du cinéaste japonais Akira Kurosawa, parvient, comme dans nul autre roman dans son œuvre, à exprimer la nécessité existentielle du détachement de soi comme seule voie dans un monde où tout est vain et destiné à mourir pour connaître la joie, les rires, l'amitié et l'amour. Bon, ça, c'est clairement trop alambiqué pour un résumé. Et l'autre chose, c'est que je fais référence à une autre œuvre, Les 7 samouraïs de Kurosawa. Et par principe, sur les quatrièmes de couverture des forges, je ne le fais pas, sauf, vous l'avez entendu tout à l'heure, pour les embrouillamini de Piero Fast, où je fais référence à Borges. Donc, il y a beaucoup d'exceptions, en fait. Il y a des exceptions, voilà. Mais c'est ce que je disais sur le pragmatisme. Le pragmatisme, ça consiste à, certes, à avoir une règle, mais être capable de l'adapter quand c'est nécessaire. Et alors, lorsque nous recevons en interview des auteurs, il y a une question que j'aime beaucoup leur poser. Je leur demande quelles sont leurs peurs d'écrivain. Et on s'est dit, avec Stéphane, que ça nous intéresserait de savoir si vous aviez des peurs d'éditeur. Oui, bien sûr. J'ai des peurs finalement assez classiques que tel texte qui est très très bon ne rencontre pas ses lecteurs. Ce qui arrive quand même régulièrement. C'est assez triste, mais voilà. Ça, c'est ma peur principale. Après, j'ai des peurs qui sont à la fois idiotes et complètement légitimes. C'est que même s'il y a un correcteur ou une correctrice sur nos textes, j'ai dit ça parce que ça change. Hein. C'est pas quelqu'un qui tous les mois change de sexe. C'est qu'on n'a pas, selon les titres, on n'est pas sur le même collaborateur. C'est que quand on reçoit le livre imprimé, on l'ouvre et on tombe sur une coquille. Ah, c'est bonheur, ça. Hein. Vraiment le moment, ouais, c'est le bonheur absolu.
Cela dit, il n'y a pas longtemps, attends, comment raconter ça sans donner trop d'informations? J'ai reçu un coffret BD extrêmement onéreux qu'on m'a offert. Et en fait, sur la partie centrale du coffret, il y a un résumé de 5 lignes et il y a une énorme coquille, mais énorme, énorme, que je ne peux pas dire, mais c'est vraiment énorme. Ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est une faute de typo énormissime, où il y a un caractère qui a été abandonné par le correcteur en plein milieu d'un paragraphe et qui n'a rien à faire là. Et voilà, donc ça arrive. Alors bon, la différence, c'est que eux, c'est un coffret qui leur a dû leur coûter bonbon à produire. Donc c'est pas la même chose qu'un roman. Si vraiment il y a trop de coquilles, on pilonne, quoi. Mais voilà. Après, dans les premières éditions, il y a toujours des coquilles et tout le jeu, ça consiste à vendre suffisamment pour faire une réédition, J'ai réintroduire des coquilles. discrètement les nouvelles éditions et faire comme s'il n'y avait pas d'édition. Mais après, ce qui est marrant, c'est qu'on a, enfin, pour beaucoup, on a appris à lire en poche. Et les poches, en fait, c'est des livres qui ont été surmoulinés. C'est-à-dire le texte est reparti en correction souvent avant de passer en poche. Et donc, en poche, ça devient assez rare de trouver des coquilles. On en trouve, mais beaucoup moins que dans les grands formats. Et donc, quand nous, on a été formés à la lecture par le poche, quand on arrive sur les grands formats et qu'on trouve des coquilles, on dit c'est un peu gonflé quand même. C'est C'est pas 20 très euros, propre. c'est 20 euros, on s'est un peu fichu de moi là. Et voilà, après, quand on sait comment ça se fait derrière, on a un peu d'humilité sur les coquilles, mais Alors, en général, c'est les deux peurs. C'est les deux peurs. Voilà. Quand on est correcteur ou qu'on travaille dans le milieu, après, alors avant, on est absolument intolérant. Je me souviens quand j'étais adolescente, j'étais tombée sur une coquille dans un roman de Daniel Pennac. Et je m'étais empressée d'écrire à l'éditeur pour dire que c'était intolérable. En plus, l'auteur, c'est un professeur de français. Et puis, 20 ans plus tard, je suis devenue correctrice. Et là, bizarrement, je suis devenue beaucoup plus souple avec les livres, où en général, bon, quand je voyais, allez, 3-4 coquilles sur 300 pages, je me disais, non, il est propre, ce C'est sera ça, corrigé plus tard. ça va. C'est ça. Bah, là, l'autre jour, j'étais avec un éditeur sur un livre hyper épais. Il a retrouvé 7 coquilles et il voulait absolument me pilonner. J'ai dit, mais fais pas ça. Essaie de vendre le maximum pour faire une nouvelle édition, mais tu vas te ruiner. Voilà, ton diffuseur-distributeur, il va être furieux parce que le livre va être décalé. En plus, il y a déjà des exemplaires qui ont commencé à circuler. Non, laisse tomber. Je sais pas ce qu'il a décidé finalement, mais bon, c'est voilà. Donc les deux peurs, c'est ça, c'est qu'un livre se plante et qu'il reste une coquille. Les coquilles. Non, après, il y a des choses plus générales, se dire, il y a deux manières de rater son coup dans l'édition. C'est le moment où on est très fier des textes qui n'ont aucun lecteur, parce que notre but, c'est de faire des bons textes, mais il faut qu'ils aient des lecteurs quand même. Donc si on a 0 lecteur, c'est un échec. Et une autre forme d'échec, c'est en fait le moment où on a du succès commercial, mais on commence à sortir des textes vraiment pas bons. Parce qu'un texte mauvais peut parfois avoir du succès commercial. Je ne dis pas que c'est dissocié ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc il faut juste régulièrement se rappeler qu'on fait des choses pour de certaines raisons et qu'il ne faut pas commencer à errer. Voilà. Très bien. Alors, avant que je vous pose la dernière question, avis à tous, si vous avez, Stéphane vous l'a dit dans la fenêtre de conversation, mais si vous avez des questions à poser à David, c'est maintenant, signalez-vous dans la fenêtre de conversation et juste après, on va pouvoir réactiver votre micro. David, une dernière question, donc, que voudriez-vous dire aux gens qui rêvent d'écrire un livre, mais qui n'osent pas se lancer, qui ne se sentent pas légitimes ou qui pensent ne pas être assez bons? Voilà. Alors en fait, ma propre expérience, c'est qu'à un moment, on se rend compte qu'on ne peut faire que ce qu'on peut faire. Ça veut dire que la question d'être suffisamment bon, pas assez bon, au bout d'un moment, on ne peut pas se la poser. Et puis le truc, c'est qu'on ne deviendra bon qu'en faisant. Donc en fait, il faut juste faire et devenir l'écrivain qu'on doit être. Pas l'écrivain qu'on voudrait être, mais l'écrivain qu'on doit être. Donc juste écrire et prendre du plaisir, progresser et voilà. Sur la fenêtre de discussion, je vois plein de questions. Est-ce que, avant qu'on passe aux questions orales, je réponds aux questions écrites?
En fait, à chaque fois, je prends les questions dans l'ordre et puis on active le micro de la D'accord. personne, comme ça vous permet d'échanger directement. Ok. Alors, Astrid qui avait une question, donc on va activer son micro. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, Astrid. Bonjour. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà pour tous ces échanges qui étaient passionnants. Vous avez parlé au début de l'interview de la surproduction qui est le gros problème de l'édition dont on parle beaucoup aujourd'hui. Vous disiez qu'il y avait, donc vous étiez engagé d'une certaine façon contre ça puisque vous ne publiez qu'un nombre réduit de livres par an. Est-ce qu'il y a d'autres maisons d'édition qui se sont un peu publiquement, ou en tout cas dans les faits, aussi engagées dans cette voie-là? Alors, je pense que c'est la direction que prend une grande partie de l'édition indépendante. Après, c'est plus facile pour l'édition indépendante de prendre cette direction parce que, en fait, décélérer, c'est changer de modèle économique. Et donc, c'est un peu dangereux. C'est-à-dire que si vous publiez 100 titres par an et que vous passez à 50, bah, vous vous exposez financièrement beaucoup plus parce que vous devez réussir à faire le même chiffre d'affaires avec 2 fois moins de titres. Donc, c'est plus facile pour l'édition indépendante de faire ça. Mais des maisons comme... alors, moi, je fais partie d'un collectif d'éditeurs, donc je vais parler de ceux que je connais et que je côtoie quotidiennement. Donc, les éditions du Nouvel Attila, les éditions Emmanuel Colas, ou parmi les éditions indépendantes, le Tripode, Toussaint l'Ouverture, alors qui publie surtout du domaine étranger, mais beaucoup d'autres aussi sont dans des logiques de diminuer le nombre de titres, en fait. Alors, ils sont déjà à peu de titres. Par exemple, moi, j'ai moyennement apprécié pendant la période de pandémie où il y a eu une injonction globale de dire faites moins de titres. Mais c'est une injonction un peu difficile parce que quand vous êtes déjà à 10 titres, pour certaines maisons, c'est déjà un peu le minimum. Donc en fait, c'est les maisons qui font 90 titres alors qu'en fait, elles ont les ressources d'en défendre qu'une petite partie qui devraient, elles, diminuer. Et le problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, quand nous, on laisse de la place en faisant moins de titres, en fait, d'autres maisons, au contraire, vont aller dans le sens d'une surproduction accrue puisqu'en fait, elles prennent le terrain. Mais après, c'est pas très grave parce que en fait, on n'est pas dans une situation de concurrence directe. C'est-à-dire qu'il y a une apparence de concurrence parce qu'on est sur les mêmes tables chez les libraires, mais on n'est pas en concurrence directe parce que les textes de certaines grosses maisons qui sont en surproduction, c'est des textes qui seront sur un très fort turnover avec un soutien un peu aléatoire, donc c'est pas nos concurrents directs. D'ailleurs, on n'a pas vraiment de concurrents, quoi. Mais donc voilà, non, il y a ce mouvement qui est à l'œuvre. Je pense que l'an dernier, tout le monde disait qu'il fallait réduire, qu'en fait, beaucoup, les maisons de groupe ont été tentées et l'ont pas fait parce que finalement, le marché de l'édition s'est maintenu, s'est même intensifié par endroits. Donc, ils se sont dit, allez, c'est reparti comme en 40, on y va, on repart dans la surproduction. Et là, c'est vrai que c'est une interrogation qu'on a sur la prochaine rentrée littéraire, celle de là dans 3 mois. C'est que clairement, on commence à voir arriver les programmes de certaines maisons d'édition. Moi, je suis à 2 titres, comme chaque année. Il y en a, ils sont à 23, 24 titres. Donc, c'est. Voilà. Ouais. Moi, je suis responsable de moi, je ne suis pas responsable des autres. D'autres questions, Astrid? Non, je vais laisser la parole aux autres. D'accord. Alors maintenant, c'est à Chloé qui avait des questions. Chloé, on va activer ton micro. Votre intervention, oui, j'avais plein de questions. C'est bon. Je vais peut-être reprendre à l'envers, du coup. Comment est-ce que vous gérez les auteurs et les autrices qui ont un tempérament d'artiste, au sens voilà, qu'il faut les gérer, leur sensibilité, amener ceux qui vont vous demander énormément de temps, ceux qui, à l'inverse, vont être un peu perdus. Alors, moi, j'en ai pas. D'accord. C'est aussi simple que ça. Les discussions initiales font que j'ai pas dans le catalogue des forges de type d'auteur. J'ai des auteurs qui sont plus des artisans. Alors, ils ont des sensibilités différentes, mais j'ai pas de diva, en fait. J'ai pas ce type de...
C'est pas impossible si un jour il y a des auteurs qui changent, pourquoi pas, mais je pense pas que ça prenne cette direction-là. Donc, j'ai pas à gérer ça. C'est quelque chose qui existe parfois dans l'édition, mais ça n'existe pas dans ma maison. Et je pense que de toute façon, il faut pas s'éloigner du monde réel ou du monde du travail, qui est un monde qui repose sur le respect mutuel et l'égalité des uns avec les autres. Donc, tout comme il faut éviter de mépriser les auteurs, il faut éviter aussi de les idolâtrer. Voilà. Ok. Je me demandais comment vous choisissiez les livres étrangers que vous publiez, par exemple River Salomon. Alors, c'est très variable. Parfois, c'est les agents des auteurs qui attirent mon attention dessus. Sur Rivers, c'était le cas. L'agent qui me connaît très bien de Rivers en France connaît assez bien mes goûts et avait très très bien visé parce que c'était très clairement, euh, comment dire, c'était très clairement ce qu'il me fallait. Moi, je suis entouré d'amis qui sont professeurs de littérature britannique ou américaine, donc ils font une petite veille pour moi. Je lis beaucoup l'actualité américaine. Je suis un peu plus pénalisé quand on sort, quand on va vers le domaine espagnol, parce que je lis pas l'espagnol. Mais voilà. Mais sinon, en fait, on m'envoie les manuscrits, je les lis. C'est dans une langue que je connais pas. J'ai des lecteurs spécialisés qui sont rémunérés pour me faire des fiches. Et voilà. Depuis des années, un des serpents de mer, c'est que j'aimerais faire de la littérature japonaise. Mais pour l'instant, j'ai pas reçu de fiches qui m'aient enthousiasmé. Voilà. Ok. Et peut-être une dernière question avant de poser, enfin avant de laisser la parole aux autres. Vous avez dit que vous projetiez de travailler longtemps, enfin pas longtemps, mais en tout cas quelques années avec un ou une autrice. Euh, Est-ce que ça veut dire que vous ne publiez pas, enfin que vous ne passez pas de contrat et que vous ne publiez pas un auteur qui n'aurait qu'un livre ou qui aurait vraiment des années entre différents manuscrits? Alors si, moi j'ai des auteurs. Là, il y a un auteur, ça fait 5 ans que j'attends son nouveau manuscrit, je le publierai quand il arrivera. C'est un très bon auteur, donc je peux attendre, hein, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Euh, Et si quelqu'un arrive en me disant, moi, je suis l'auteur d'un seul texte, alors ça m'est jamais arrivé, mais je publierai qu'un seul texte, j'ai que ce texte en moi et ça sera tout. Si le texte est très bon, je peux le publier. Et c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout est affaire d'exception. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant pour moi d'essayer de repérer des auteurs récurrents, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Chloé. Alors, nous avons Colombine Laurin qui a une question. Donc... Ah, c'est Jérôme. D'accord, bonjour Jérôme. Alors, Stéphane va activer ton micro. Comme ça, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, comme ça tout le monde sait que j'ai une fille qui s'appelle Colombine à qui j'ai piqué son micro-ordinateur. C'est ça. Merci pour ces échanges très très intéressants. Je me posais la question, toujours dans la relation entre l'auteur et l'éditeur, quel rôle vous attendez de l'auteur pour la promotion du livre une fois que le livre va apparaître, va être publié? Quel rôle, à vos yeux, il doit jouer? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Qu'est-ce que vous attendez de lui? En fait, j'attends souvent qu'il soit lui-même parce que, alors ça peut sembler un peu facile de dire ça, mais comme ça rejoint un peu la question tout à l'heure sur les divas, c'est que généralement on a établi une forme de relation d'amitié autour du fait qu'on a des tempéraments compatibles, pas nécessairement similaires, hein, mais compatibles. Ça veut dire que j'ai pas dans la maison d'édition des auteurs qui sont des personnalités complexes, difficiles ou voilà. Il y a des auteurs des forges qui m'ont dit que la promotion c'est anxiogène pour eux et qu'ils ne la feront pas. Donc voilà, c'est pas un drame. Je trouve que ça veut dire que c'est moi qui prendrai le relais d'une façon ou d'une autre. Alors c'est clair que pour un auteur francophone, ne pas faire de salon, ne pas faire de dédicace en librairie, ça peut être un peu pénalisant. Mais si le texte est bon, il y a un moment en fait où dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il restera plus grand-chose de ces rencontres en librairie. Il restera juste le texte. Donc ce qui est important, c'est que le texte soit bon. Le reste, c'est si on a la chance, si on n'a pas de chance. Il y a des auteurs qui sont très bons en rencontre, il y en a qui sont moins bons en rencontre.
Il y en a qui sont très bons en tête-à-tête, mais pas bons face à une foule. Donc, j'ai pas particulièrement de demande, sachant qu'en fait, parfois, on a aussi des textes qui sont très bons, mais il y a quasiment aucune demande qui arrive. C'est-à-dire, moi, j'écris aux libraires en leur disant tel auteur est disponible pour des rencontres, mais parfois, il y a des livres qui se vendent très bien et en fait, ça sollicite pas des demandes particulières des libraires ou des salons. Et par contre, il y a parfois des auteurs, parce que, en raison du sujet ou un truc comme ça, c'est souvent pas la question de la qualité littéraire qui est déterminante, c'est la question du sujet dans ce cas de figure. C'est-à-dire quand le sujet est très fort, clairement, ça donne envie aux libraires, aux salons d'inviter l'auteur ou l'autrice. Mais voilà, donc j'ai pas vraiment de demande. Alors, si, il y a une demande en creux, mais j'ai jamais eu vraiment à gérer ce type de problème, et je le vois parfois chez des confrères ou consoeurs. C'est qu'en fait, je suis d'un tempérament assez doux, et je comprends pas les gens qui s'agressent en ligne. Et je plains certains de mes collègues qui ont des auteurs qui passent leur journée sur les réseaux sociaux à insulter des inconnus. Et voilà, c'est un truc que je ne comprends pas humainement. Et voilà, heureusement, il n'y a aucun auteur des Forges qui fait ça. Mais je me dis, parfois, je me mets à la place de ses collègues et je me dis, mais comment ils font pour. Il me dit, ah non, mais tu vois, verras, en personne, il est très gentil. Je dis, bah oui, mais en fait, chaque fois qu'il se met sur Facebook, c'est pour insulter tout le monde. Moi, je me suis jamais fait insulter, hein, je précise. Hein, c'est juste, je suis le spectateur dubitatif de ces moments de colère où des gens qui ne se connaissent pas, pour un mot de travers, s'insultent copieusement toute la journée. Et voilà. Donc, non, une demande que je pourrais avoir, mais que j'ai jamais eu à formuler parce que le problème s'est jamais posé, c'est que quand on est dans de la communication en ligne, il faut garder à l'esprit qu'on ne doit pas se permettre quelque chose qu'on ne se permettrait pas si la personne était à côté de nous. Moi, je ne sais pas si quelqu'un qui est à moins d'un mètre de moi me traite grossièrement, il se prend une baffe, quoi. Donc voilà, si quelqu'un qui s'appelle Loulou78 dans la banlieue de Nice considère qu'il a le droit de m'insulter, c'est sa responsabilité, mais je ne tiens pas à avoir des contacts avec lui. Et voilà. Donc c'est plus une règle générale en communication. La communication, c'est très simple. Il faut être optimiste, ne pas se plaindre et ne pas critiquer. Voilà. Donc c'est ma seule, voilà, mais j'ai jamais eu vraiment à le formuler parce que les auteurs ils sont grands et ils font ça très bien sans moi. D'accord. Ma question portait plus sur, en effet, tout ce qui était salon, dédicaces, etc. Mais en fait, vous avez répondu à ma question. Ça dépend du texte, ça dépend de l'auteur. C'est ça, mais il faut voir aussi que ce qui peut être trompeur quand on regarde de l'extérieur, c'est qu'il y a des auteurs qui vont être sursollicités et d'autres moins. C'est pas toujours révélateur du vrai succès des livres. Et puis l'autre chose, c'est pas que moi je suis plus engagé sur un texte que sur l'autre. C'est que moi je peux pas décréter une rencontre en librairie. C'est le libraire, il est chez lui, ou la libraire, il est chez lui. C'est eux qui décident. C'est eux qui sont à l'origine de la manœuvre généralement. Et pour les salons, alors c'est un peu différent, c'est que les forges, on fait que les gros salons. C'est aussi, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas prendre ma voiture parce que je ne conduis pas déjà pour le week-end aller faire les petits salons. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de respect pour les petits salons. Ça veut juste dire que je n'ai pas le temps vraiment d'organiser ce type de tournée en petits salons. Donc on fait soit les salons où l'auteur est invité et tout est pris en charge. Il y en a beaucoup quand même. Soit c'est les salons où, dans l'ordre, Livre Paris, Saint-Malo, Nancy, les Imaginales, ça fait 4-5 salons. Et on me fait un tout petit signe, Marjolaine, c'est que j'ai encore 1 minute 30 avant que le courant se coupe chez moi. D'accord, c'est pas banal. Merci à vous. Merci à vous. Non, il ne se coupe pas, mais j'ai une obligation familiale qui arrive. Voilà. Il n'y a pas de souci. David, on va vous libérer. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée pour ceux qui avaient posé encore plein de questions. Alors, je peux répondre très, très rapidement par écrit. Non, nous n'avons pas recours aux sensitivity readers, mais je me documente toujours je me documente toujours pour éviter des problèmes. Et donc, j'ai un réseau d'amis, mais ce ne sont pas des sensitivity readers.
Pas de diva. La promotion, c'est bon. Sensitivity, Il y avait on une recommence. petite question sur le nom de la maison d'édition, Forge de Vulcain. Ah, et ben parce que Vulcain, c'est le patron des artisans. Et donc, voilà, je voulais un nom un peu mythique, mais qui soit pas trop prétentieux. Alors, c'est prétentieux sans l'être trop. Et voilà, il faut avoir de l'ambition et pas de la prétention. L'édition de nouvelles, ça reste ardu en France. On fait généralement chaque année un recueil de nouvelles. À chaque fois, c'est une catastrophe économique, mais on continuera à le faire. Mais pas plus d'un par an. Les manuscrits, on les reçoit par email. Les documents qu'on demande, c'est juste le texte. Est-ce que j'ai affaire à des agents littéraires? Oui, principalement pour les auteurs étrangers. Ils sont très bien, ils sont très professionnels. Je trouve qu'un agent littéraire, c'est très bien quand c'est très bien et quand c'est très professionnel. Quand ce n'est pas professionnel, c'est la plaie C'est pas très absolue. bien. Voilà, c'est ça. En France, c'est un métier qui décolle. Et il y a des écarts de pratiques professionnelles qui sont stratosphériques. Et voilà. Mais comme dans tous les métiers de la chaîne du livre, il faut connaître les autres métiers. C'est-à-dire que les agents qui arrivent en nous disant on veut faire une sortie mondiale de tel auteur en mars 2022, et on leur dit, vous savez qu'un texte littéraire en mars en France, c'est pourri. Et en plus, mars 2022, on sera 2 mois avant une élection présidentielle, donc on aura des mises en place de merde, et que l'agent nous dit ah non, mais mars 2022, c'est très bien pour le reste du monde. Ça veut dire qu'il n'a aucun intérêt pour notre travail, aucun respect pour notre travail, donc il n'y a pas de raison qu'on ait du respect pour son travail. Et voilà, je remonte. Comment on sélectionne les titres, j'en ai parlé. Le nom, j'en ai parlé. Et ben, j'ai fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Donc David, merci vraiment beaucoup. C'était très riche, très intéressant. On vous libère tout de suite pour vos obligations Merci énormément familiales. Marjolaine, merci Stéphane, merci tout le monde. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions. Portez-vous bien et puis à la prochaine. À très vite. Merci beaucoup David. Au revoir.